Bonjour. Voilà, donc on est une quinzaine par là, ici, dizaine, je sais pas compter. Vous êtes une vingtaine à nous suivre de chez vous dans vos bureaux. On espère que vous êtes bien installés. Nous, ici, ça va. On a du thé, du café, de l'eau. Il y a encore du monde qui va nous rejoindre. On est parti pour environ une heure et demie de présentation pour parler du marché, le marché bio qui est un petit peu chahuté en ce moment. Et voilà. Et donc, on espère ce soir accompagner un petit peu le débat, voir un petit peu les leviers, les pistes de développement. Donc, comme veut la tradition, eh bien, on va se présenter avant de commencer. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Donc, pour rappel, donc, nous sommes le Cluster Bio, association d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes dédiée à l'agriculture biologique, aux entreprises de transformation, aux distributeurs. Notre travail, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement économique, d'accompagner l'innovation, d'accompagner les initiatives de porteurs de projets, il y en a ici au milieu de la salle, d'apporter de la... Bonjour, bienvenue, d'apporter de la connaissance et de la ressource, c'est ce soir l'objet de cette soirée, et de rassembler, comme on peut le faire sur des salons ou sur des collectifs d'entreprises. Donc voilà, donc on est à le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début, depuis sa création, et d'autres financeurs tels que l'État, le département de la Drôme, Valence Roman Agglo et la métropole de Lyon. Donc notre réseau, il regroupe en 2020, il regroupait pas loin de 380 membres. On devrait continuer une belle croissance sur 2021. Il y a quasiment 140 entreprises qui sont accompagnées dans le cadre du PDI. Donc, c'est dans notre jargon, c'est le développement international, c'est notamment les salons et le salon NetExpo. Et comme vous le voyez, la majorité de nos entreprises adhérentes sont des entreprises de transformation de l'agroalimentaire à 70%, mais également de la cosmétique, 15%, les brasseurs qu'on accompagne aussi parce qu'il y a une forte dynamique autour des brasseries locales, 6%, restaurateurs, traiteurs, et également, voilà, les magasins distributeurs avec notre collège qui représente pas loin de 10% de nos membres. Et puis, les centres de compétences, des experts, des consultants, des accompagnements en conseil qui sont là pour créer cet effet réseau et le partage de connaissances. Donc, globalement, vous l'avez compris, on accompagne les porteurs de projets, les entreprises dans leur développement avec les programmes d'accompagnement Se lancer en bio. On travaille sur les filières avec notre collègue Bastien Boissonnier. Et on est en lien avec l'ensemble des structures régionales de développement du bio, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, les fédérations d'agriculteurs ou la coopération agricole, pour orienter les travaux de filière au niveau régional sur la formation, sur la commercialisation, avec un travail sur le terrain quotidien, les salons et les rencontres avec les réseaux de distribution, sur le financement, l'innovation qui a été au cœur du cluster dès sa création, le développement international et le marketing avec animer sa marque et la communauté bio. Vous verrez au fond, il y a quelques petits biomags pour vous montrer un petit peu le type de communication qu'on peut faire pour le grand public au niveau du cluster. Alors, ça se manifeste ce soir par cette soirée d'information, de débat, mais également, ça va se concrétiser dès le début de l'année avec le 7 janvier, un webinaire sur la loi Egalim 2, qui est un réel sujet d'actualité pour les entreprises avant les négociations. Et également la réglementation packaging, pour vous montrer. Bonjour, entrez, bienvenue. Installez-vous. La réglementation packaging et les consignes de tri, puisque ben, voilà, le bio, c'est d'une entièreté et pour l'engagement d'entreprise. Ensuite, avec notre partenaire Biolinéaire, eh bien, chaque année, ils font leur édition spéciale sur le bilan de la distribution spécialisée bio. Et donc, on fera un webinaire le 21 janvier sur la distribution spécialisée bio avec les chiffres exclusifs de Biolinéaire en partenariat avec nos collègues des régions de France. Ensuite, un atelier sur la gestion de crise qui est aussi au cœur des problématiques possibles, qu'on n'espère pas trop, mais qu'il faut savoir gérer avec Isara Conseil. En mars, dans le cadre de notre développement international,
une mission collective en Belgique qu'on organise pour nos entreprises de transformation pour avoir un aperçu du marché, avoir des premières rencontres avec des magasins et voir un petit peu, tester un petit peu ces produits. Ensuite, webinaire sur l'innovation. Donc là, on est déjà au mois de mars, on sera au printemps, les fleurs vont commencer à fleurir. 10 mars, la biodiversité, qui est un enjeu des entreprises aussi et qui fera partie des grandes actions du cluster, la biodiversité, la RSE. On continue notre petit cheminement sur le planning des 6 prochains mois. Un week-end influenceur. Alors, ce n'est pas un week-end à gagner, hein, je vous rassure. C'est un week-end qu'on organise pour les influenceurs web, pour les entreprises adhérentes de la communauté bio, pour faire connaître leur marque et développer leur notoriété sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on travaille sur le financement, sur la levée de fonds. Donc ça, ce sera le 7 avril. Et le 3 mai, et après, je m'arrêterai là pour ce programme très dense, notre Assemblée générale, qui est aussi un moment fort de l'association, qui permet aussi de comprendre un petit peu nos fondements et comment on avance et notre bilan, et qui sera aussi accompagné d'un temps d'échange interadhérent pour créer cet effet réseau. Et aussi, il y aura une conférence marché avec voilà, des panélistes de renom. Alors, le prix BioImpact, le Covid est passé par là. On avait, alors je vais pas, comme vous l'avez vu, je vais quand même vous en dire 3 mots. On avait le programme BioInnov, et dans le programme BioInnov, on avait un partenariat avec le Crédit Coopératif qui offrait le prix Impact, et on devait offrir ce soir un chèque de 2 500 €, et oui, vous avez bien entendu, à une entreprise. Mais malheureusement, il se trouve que le Covid est passé par là, la personne est positive, donc elle est restée chez elle. Et donc, pour l'instant, on garde les 2 500 € et on les remettra avec le Crédit Coopératif, sans doute à l'Assemblée générale. Voilà. Donc, allons maintenant dans le vif du sujet et l'objet de cette soirée. Donc, je vais vous présenter l'étude, enfin, nous allons vous présenter d'ailleurs avec Marité l'étude qu'on a réalisée au mois de mai dernier avec Opinionway pour connaître les mentions qui augmentent les intentions d'achat sur les produits bio. Alors, du coup, c'est des données qui datent du mois de mai. Effectivement, on sait que les choses ont un petit peu changé, mais on avait déjà en tête le fait de se dire que le bio est concurrencé sur un terrain, le terrain du mieux-disant, le terrain du local, le terrain du vrac, le terrain du HVE, le terrain du ZRP. Et on sait que le consommateur, au milieu de tout ça, il doit aussi frayer son chemin. Et donc, cette étude, elle nous permet aussi de dire un peu voilà, quelles mentions font précisément augmenter les valeurs d'achat du bio. Donc, attends. Voilà, on va se mettre en bas ici. Donc voilà, le brief qui a été fait souhaitait nourrir nos adhérents d'insights et de nouvelles données sur nos enjeux de croissance pour accompagner le développement stratégique. Donc, les 5 objectifs: identifier la part des consommateurs qui priorisent le bio par rapport aux solutions concurrentes ou complémentaires. Explorer les leviers et les freins à l'achat du bio par rapport aux autres allégations et les améliorations. Améliorer la compréhension des certaines mentions responsables chez le consommateur et leur perception. Les hiérarchiser. Et enfin, mesurer l'impact sur le prix. Donc, il y a eu 2 phases de travaux. Une première phase qualitative auprès de 75 répondants online dans la communauté Green Lab d'Opinionway en mars 2021. Et ensuite, une phase quantitative avec 1000 répondants qui sont des acheteurs de produits bio au cours des 12 derniers mois. Donc, cette étude, juste pour vous dire, voilà, on va vous présenter cette étude et après, on fera un stop sur le marché actuel. Et comme ça, on aura les données printemps, automne, et on pourra ensuite un petit peu débattre. C'est moi qui parle là ou c'est toi? C'est moi? C'est pas grave. Alors, du coup, donc les consommateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils achètent des produits bio? Ils achètent de la qualité. La qualité pour leur santé, hein, perception des produits qui apportent des bienfaits à l'organisme, ça on le sait depuis longtemps. Ils cherchent aussi des goûts prononcés. Et ça, c'est essentiel. Alors attends, par contre, je ne connais pas. Voilà. Ensuite,
Ensuite, ils sont soucieux de l'environnement, donc la fabrication des produits, l'approvisionnement, le conditionnement. Ça, c'est pris en considération, mais ce n'est pas nécessairement décisif. Et ensuite, la solidarité, qui est un phénomène qui a connu une forte accélération en 2020 lors de la crise Covid, évidemment, pour soutenir les producteurs, assurer une juste rémunération et avec les conditions de travail décentes. Et ça c'est une valeur croissante. Donc tout ça, ça compose les produits bio. Et donc, on voit qu'effectivement, à la question « Avez-vous acheté au cours des 12 derniers mois des produits alimentaires bio ?» Ils sont 96%. Des produits français, 90%. Sans ingrédients controversés en alimentaire, ils sont 71%. Issus de l'agriculture locale, 71%. Avec un emballage écologique, 71%. Etc. Je vous laisse descendre un petit peu. Et tout ça, ça vient alimenter un petit peu l'imaginaire des consommateurs dans un supermarché, dans un magasin bio, dans un magasin vrac, dans un magasin de producteurs. On voit que pour la cosmétique, même s'il y a des valeurs fortes sur le bio ces derniers temps, et notamment un appel d'air de la grande distribution, eh bien, c'est d'abord majoritairement la valeur Made in France qui est chez les consommateurs de ces 12 derniers mois. Ça. Donc, les consommateurs sont en quête d'informations sur ce qu'ils achètent pour avoir toutes ces informations rassurantes. Ceci étant, l'information, elle est fiable globalement, mais elle est chronophage et complexe. Et que du coup, il y a toutes les solutions dont les consommateurs sont friands, à savoir les Yuka et les Nutri-Score, qui viennent encore mettre un biais ou un filtre différent sur l'acte d'achat. Effectivement, on a vu apparaître le Nutri-Score et aujourd'hui, il y a l'Eco-Score, il y a le Planet Score. Voilà. Donc, le simple label ne suffit pas. Et on le voit bien aussi pour le bio, ça fait des années qu'on le dit, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais. Voilà, le bio n'est pas qu'un label sur un produit. Pour être efficace, il doit asseoir leur crédibilité avec des transparences sur des preuves. Et notamment, selon nos consommateurs, la clarté du message, c'est important. Les consommateurs doivent comprendre rapidement de quoi on parle. C'est avec le logo AB, on sait de quoi on parle. Le cahier des charges strict, parce que s'il n'y a pas de cahier des charges, eh bien, moins de cahier des charges, plus on est dans le greenwashing ou dans des fondements ésotériques. La transparence sur l'émetteur, sur l'origine du label. C'est vrai que, bon, en plus, le label AB, c'est un label public. Et des contrôles indépendants. Et en l'occurrence, voilà, le consommateur, ce sont des éléments clés pour sa compréhension. Donc, on répond plutôt pas mal aux critères. C'est à toi, c'est très bien. Je te laisse le micro. Alors, on parle dans le micro pour que les gens nous entendent bien. Et ensuite, on pourra vous passer le micro. Comme ça, on n'aura pas de problème de perte de son. Merci à Adrien. Du coup, effectivement, on présente cette étude à deux voix. Moi, je m'appelle Marité Castin, donc je suis chargée du développement des entreprises au cluster bio. Et donc, je prends la suite un petit peu de la présentation de l'étude. On avait demandé aux consommateurs de définir qu'est-ce qu'est le bio, en fait, leur compréhension. Ce qu'on a voulu savoir, c'est voilà, leur niveau de compréhension du bio. Sans surprise, on voit que c'est les trois items qui ressortent. C'est sans pesticides, la valeur numéro 1 pour eux. Donc, ça, on en parlait juste avant avec les participants. Ça correspond parfaitement à l'étude, ce qui vient d'être dit sur France Info, sur que le bio, en fait, contribue à avoir une alimentation qui permet de réduire ces pesticides. Donc, ça, c'est super. Sans produits chimiques et sans produits phytosanitaires et un respect d'un cahier des charges, de normes, de règles strictes et contrôlées. Donc, on a vu que ce respect faisait vraiment partie des valeurs importantes sur les labels et les mentions. Donc, en ce sens, le bio apparaît comme une solution de réassurance pour le consommateur. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est positif. D'une part, parce que ça correspond à un produit qui est plus sain, sans pesticides. Et puis aussi sur le côté écologique, même si le côté écologique l'est dans une moindre mesure, parce que le label seul ne semble pas réassurer totalement le consommateur sur la notion environnementale. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un mapping de toutes les mentions qu'on peut trouver.
pour s'y repérer un petit peu sur la compréhension du consommateur. Donc, vous avez 2 axes. L'axe qui est vertical sur la notoriété, donc la connaissance de la mention pour le consommateur. Et au niveau horizontal, il y a la confiance. Donc, est-ce qu'il croit ou pas en ce label-là? Donc, au niveau des premiers résultats, voilà, c'est des résultats qui nous ont aussi confortés sur le label AB, puisque là où il est positionné, il bénéficie d'un niveau de confiance très important et d'un niveau de notoriété également le plus important. Parmi les autres mentions et labels, on voit qu'on a fabriqué en France, Origine France garantie et EcoCert, un petit peu dans une moindre mesure, qui se démarquent sur les labels vraiment qui ont un fort taux de notoriété et fort taux de confiance. Sur cette seconde catégorie, on a un taux de confiance qui est important. Par contre, ce ne sont pas encore des labels qui sont très connus du consommateur. Donc, on a les mentions Déméter, mention artisan, zéro résidu de pesticides, le soutien aux agriculteurs et Fairtrade, Max Havelaar, le commerce équitable. Donc, c'est vraiment des labels qui mériteraient ou bénéficieraient à être un petit peu plus connus puisqu'ils ont un fort niveau de confiance du consommateur. Ah, tac. Alors là, on a des labels qui sont assez connus du consommateur, mais où le consommateur n'a pas forcément très confiance sur ces labels-là. Le plus parlant, ça va être le Nutri-Score. Non, le produit de l'année, voilà, le produit de l'année, où c'est très connu, mais la crédibilité qu'accorde le consommateur à ce type de label est assez faible. Vegan, donc ça, c'était un peu une surprise. Et donc, le Nutri-Score, il est un petit peu à la limite quand même. On voit que le niveau de confiance, il est quand même moyen, il n'est pas si mauvais que ça, mais il a été classé dans cette catégorie-là. Et voilà, pour la quatrième catégorie, on va dire classée, ce sont des mentions qui ne sont pas forcément encore très connues et où il y a il y a encore des doutes, des questionnements du consommateur. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas très connus qu'il y a encore pas mal de questionnements aussi? Voilà, on ne va peut-être pas trop s'attarder sur ce type de label-là qui ne ressortent pas encore aujourd'hui auprès du consommateur. Sur la haute valeur environnementale, pour en parler clairement, au niveau du consommateur, il y a très peu de connaissances. Pour l'instant, on en parle encore beaucoup au niveau professionnel ou dans les politiques publiques, mais il n'y a pas encore d'affichage fort d'une marque telle que l'agriculture biologique. Mine de rien, derrière, on a quand même 40 ans de logo, quoi. Donc voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, moi, c'est les deux un petit peu qu'on a dans le viseur. C'est des éléments qui vont tendre peut-être à augmenter en termes de notoriété et de confiance. Ce sera à eux de le prouver. Voilà pour cette partie. Donc, ensuite, je te laisse la parole pour la suite. Alors, un niveau d'achat important pour les produits alimentaires frais. Donc, effectivement, pour nos consommateurs bio, la part d'acheteurs qui consomment des produits alimentaires classiquement de façon hebdomadaire est relativement forte. Donc, on est sur des produits relativement simples, les produits frais, les œufs, les yaourts, mais également la part d'acheteurs de produits. Et sur les boissons, pardon, voilà, on a des achats un peu moins fréquents dans les parts d'achat. C'est des produits un peu plus occasionnels. Et sur les produits cosmétiques hygiène, effectivement, on est sur des achats avec, vous le voyez sans doute en magasin, avec des rotations beaucoup plus faibles. Alors, en termes de potentiel de développement, la question c'est avez-vous acheté au cours de les questions que vous avez achetées, avez-vous acheté au cours des 12 derniers mois? Quel type de produit? Et veuillez nous indiquer à l'avenir dans quelle mesure vous achèteriez un produit bio alimentaire frais, produit d'épicerie salée, cosmétique ou d'hygiène et soins. Alors, on voit déjà à cette époque-là que sur les produits alimentaires bio, on a une tendance un petit peu au freinage sur l'avenir. Pareil sur le frais. Et on voit une forte proportion pour la cosmétique, hygiène et soins, une volonté de plus consommer et également une volonté de plus consommer donc, dans les intentions d'achat futures des boissons, jus, vin, bière. Donc, on va dire qu'on a peut-être aussi deux marchés sur l'alimentation qui sont plus matures et des marchés peut-être un peu plus en croissance qui sont sur les cosmétiques soins et
et les liquides. Voilà. Donc, une attente de boissons bio également très importante auprès des acheteurs de magasins bio. Voilà. On retrouve les mêmes intentions à l'avenir. Alors, ensuite, sur les lieux d'achat. Donc, on regarde un petit peu, la question, c'est où achetez-vous habituellement chacun de vos catégories de produits suivants. Donc, les produits alimentaires frais bio, en majorité, eh bien, c'est en grande surface, à 74%, 74% aussi pour les produits alimentaires d'épicerie, pour les boissons et les cosmétiques et soins. Grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de changements si on redescend petit à petit les catégories. Les magasins bio arrivent en deuxième position. Ce n'est pas des résultats qui nous surprennent, puisqu'en fait, ça correspond grosso modo aux parts de marché. Le marché de la grande distribution pèse 55%, on le verra tout à l'heure, des ventes de produits biologiques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les plateformes Internet et la part que ça peut prendre dans les produits cosmétiques d'hygiène et soins avec les 25%. Et donc, pour voir qu'ici, on a peut-être une cible de clientèle qui vient un petit peu chercher d'autres produits bio sur d'autres segments de vente, circuits de vente, pardon, comme ces plateformes Internet. Et également, ce qu'on peut voir, c'est que les boissons, jus, vin, bière, donc des produits un petit peu de base, ont une place assez importante en hard discount, avec ce carré qui est un petit peu plus vert turquoise. Et effectivement, si on regarde un petit peu les profils d'achat, on voit qu'entre les magasins bio et les grandes surfaces, il n'y a pas fondamentalement de changement. C'est-à-dire qu'entre les hommes et les femmes, entre les moyennes d'âge et les CSP, il n'y a pas fort de grandes modifications. Néanmoins, on voit ça sur le profil des acheteurs en magasin, sur les plateformes Internet, où on a globalement une clientèle féminine, 66%, un peu plus jeune, 42 ans en moyenne, 42,7. Un CSP un petit peu plus, 42%, et également majoritairement qui achètent des produits cosmétiques, hygiène et soins de beauté, puisqu'on monte à 87%. Voilà. Donc, c'est vrai que l'alimentaire, sur les plateformes marketplace, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Néanmoins, ce sont des segments qui se développent fortement. Ces données ne prennent pas en compte les drives, on est d'accord. Alors, néanmoins, même si on sait que les grandes surfaces, c'est le premier fournisseur d'alimentation des Français, ce n'est pas celui qui accorde le plus de confiance, puisque les ventes directes, on a une grande confiance à 93%, une très grande confiance à 44%. Et en fait, la grande surface, avec toute cette massification, on arrive à 69% de grande confiance et 12% une très grande confiance. Voilà. Et quand on descend, le hard discount, 49%, 10%. Et ces marketplaces avec un petit peu tout l'imaginaire un petit peu qu'on a derrière, qui foisonne, on descend sur une confiance relativement faible, puisqu'effectivement, les flux ne sont pas toujours maîtrisés. On ne sait pas d'où vient le produit, comment il va arriver, etc. Et les magasins bio, donc on est quand même à une belle confiance, on est quasiment à 89% de grande confiance et 34% une très grande confiance. Donc c'est sûr que le magasin bio est plutôt bien placé parce qu'il y a quand même des intermédiaires, mais néanmoins vous êtes presque aussi près que les ventes directes, quoi, ou les marchés. Donc une confiance dans les magasins bio qui repose avant tout sur l'expertise. Si ça s'appelle réseau spécialiste, ce n'est pas par hasard et les consommateurs, ils le savent, puisque voilà, le verbatim qui sort régulièrement, c'est spécialiste, expert, produit contrôlé, surveillé, contrôle strict et la notion de label. Voilà. Et donc on a 17% des répondants qui ont cité spécialiste, expert, 12% produit contrôlé. Donc, c'est vraiment là-dessus que les clients attendent le magasin. Et la confiance dans la GMS s'appuie davantage sur le contrôle et le suivi des produits. Parce qu'effectivement, si on prend des labels existants, des contrôles qualité, il y a quand même beaucoup de contrôles. Enfin, voilà, les chartes qualité, c'est quand même assez forte au niveau de la grande surface parce qu'il y a quand même une santé quasi publique derrière.
Et donc, c'est plutôt là-dessus que la confiance des clients va se faire par rapport aux produits biologiques vendus. Hein, puisque la question, c'est quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez confiance dans les produits bio achetés en grande surface. Et c'est sûr que quand on sait par ailleurs que 25% des produits bio vendus en grande surface sont des MDD, bon, ben voilà, on se doute qu'il y a quand même des chartes de qualité quand même assez strictes. Mais en attendant, il n'y a pas non plus il y a peu de notion de plaisir dans ces items, quoi. Hein. On est vraiment sur cahier des charges, confiance, certification. Le plaisir, il arrive un petit peu en bas à gauche, là, produit de bonne qualité, bon produit. Voilà. Donc le bio a un univers qui se fragilise. Je te cède le micro. Oui, donc effectivement, on voit quelques notions à travers l'étude et des facteurs qui tendent à fragiliser le bio. Notamment, c'est pas nouveau, mais les scandales qu'il y a pu avoir sur le bio. Donc là, récemment, comme tout secteur qui se développe, il est sujet aussi à des attaques. Un niveau de confiance qui est variable, et notamment par rapport à l'origine de la matière première. C'est vrai que le bio qui vient de loin, ça aussi, c'est des attaques qui reviennent souvent, et surtout avec la montée en puissance du local pour le consommateur. Et puis sur la notion solidarité en fait auprès du producteur, c'est une mention qui reste encore un petit peu vague au niveau du bio, pas suffisamment claire pour le consommateur sur en quoi le bio aide à une rémunération plus importante pour le consommateur. Donc là, on voit en fait item par item, c'est-à-dire sur les scandales, comment ça va impacter le consommateur. Donc, on va avoir un petit peu deux niveaux de consommateurs différents. Celui qui est pas très très impliqué en bio et sur lequel il va y avoir un impact quand même important de ce que les médias vont dire sur le bio. Donc, où il risque de s'en détourner en fonction de ce que les médias disent. Et celui qui est convaincu, militant, beaucoup plus engagé, conscient aussi des limites du bio. Donc, il dit, OK, le bio, il peut y avoir des produits bio qui parfois viennent de loin parce qu'on n'a pas le choix sur certains produits exotiques, par exemple, ou des contrôles peut-être un petit peu différents en fonction des endroits. Néanmoins, ce consommateur-là qui est engagé se dit, OK, le bio n'est peut-être pas parfait, mais ça montre la bonne direction vers là où il faut aller, et continue à consommer bio et continue à accorder sa confiance sur le bio. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que forcément, le niveau de confiance est différent en fonction de la typologie du produit. Plus la typologie du produit reste brute, comme les fruits et légumes, des choses très peu transformées, comme de l'huile d'olive. Là, on est sur des bons niveaux de confiance, ou le yaourt. Plus on va sur des produits transformés, la cuisinée ou cordon bleu, par exemple, on a demandé. Plus le niveau de confiance s'égrène, où on est à 51% de confiance sur un produit bio du type des cordons bleus bio. On a questionné aussi un petit peu sur la confiance par rapport à l'origine géographique et qu'est-ce qu'on en retire. Donc forcément, on voit que plus c'est proche, plus le niveau de confiance est élevé, sans surprise. Mais au-delà de ces résultats-là, on voit qu'au niveau européen, le niveau de confiance n'est pas si mauvais que ça, avec 62% quand même de confiance pour une bio européenne. Là où vraiment on va avoir un fossé, ça va être sur tout ce qui est le bio en dehors de l'Europe, où là on est à 37%, là où c'est beaucoup plus faible. Donc, par rapport aux items mentionnés au départ, qui sont importantes pour le consommateur, qualité, environnement, solidarité. Donc, sur la qualité, il y a la notion de santé. C'est vrai que c'est le premier facteur de consommation en bio. Le consommateur estime que le lien direct en fait, entre sa santé et la consommation bio n'est pas assez, on va dire, immédiate pour qu'il s'en rende compte. Donc, il a quelques doutes. Sur la notion du goût, il ne voit pas non plus un impact différent. En fait, il n'y a pas forcément une meilleure qualité gustative en bio. Donc, c'est pour montrer que parfois, le consommateur se questionne un petit peu, même sur la notion de qualité du bio. Il ne satisfait pas complètement le consommateur sur ce volet-là. Sur la notion environnementale, bon là, il y a quand même cette idée que le bio est quand même plus respectueux que l'environnement. Ce qu'ont cité les consommateurs dans la partie qualitative, c'est plutôt le volet fruits et légumes emballés sous plastique dans les grandes surfaces.
qui ressort systématiquement et qui apparaît complètement incohérent pour lui de voir tout ce plastique sur des produits bio. Donc il se questionne aussi, il se dit: «Ben, pourquoi on peut avoir ça alors que le bio est censé être plus respectueux de l'environnement?» Et comme on le disait sur l'aspect solidarité, il ne voit pas le lien direct entre le bio et la rémunération des producteurs et la solidarité par rapport aux producteurs locaux. Il ne le voit pas suffisamment. Donc là, on voit un petit peu les freins, les limites du bio dans la perception consommateur et on commence à décrypter un petit peu les leviers d'action pour renforcer la confiance sur le bio. Je te laisse enchaîner sur la notion de local. On a questionné un petit peu sur l'aspect local. Oui, merci. Donc, un diagramme sans équivoque, une préférence nette issue des produits locaux ou fabriqués localement, puisque 67% des consommateurs préfèrent les produits locaux, 33% préfèrent les produits bio. Un produit local qui est défini comme un produit à minima dans la région. Donc, à la question, selon vous, quelle est la définition d'un produit local? En fait, il n'y a pas réellement de définition. C'est produit dans la région. Pour le consommateur, c'est proche géographiquement. La notion de terroir. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Ou encore faut-il rester peut-être sur cet imaginaire auprès des consommateurs. Ça peut aussi arranger certaines personnes. Mais en attendant, voilà, il n'y a pas de définition très précise. Donc, une des questions qu'on a voulu poser, et c'est là où on rentre un petit peu dans le cœur du système, c'est l'intention d'achat du bio plus. Donc, aujourd'hui, nous, la question, c'était veuillez nous indiquer dans quelle mesure vous achèteriez à l'avenir un produit alimentaire frais, d'épicerie salée, sucrée, boisson, d'hygiène, qui serait bio. Donc, on part d'un point de départ. Ils sont 75% de notre panel à vouloir consommer des produits alimentaires frais, 76% sur des produits alimentaires d'épicerie, 65% sur les boissons, jus, vin, bière. Et à la question, et si à cela, c'est du bio et local, eh bien, on gagne 8 points d'intention pour les produits alimentaires frais, 7 points d'intention sur les produits alimentaires d'épicerie et plus 10 points sur les boissons, jus, vin, bière. Et effectivement, alors sur les bières, il y a pas mal de brasseurs locaux. Sur les vins, on connaît aussi toute la puissance des AOC ces dernières années. On sait que c'est aussi un des premiers produits consommés made in France, quoi, hein, dans le bio blanc rouge. Si on rajoute, alors, c'est production locale ou c'est origine France, en fait, sur des produits alimentaires frais, ça a très peu d'impact. En fait, dans le consommateur, on est sur la même addition, on répond aux mêmes attentes. Un peu moins sur le volet épicerie et un peu moins sur la partie boisson, jus, vin, bière. C'est-à-dire que la notion de proximité est plus forte. Ensuite, on s'est dit, bon, alors il y a les PME dans tout ça. Donc, si j'ai un produit alimentaire frais bio, plus fabriqué par une PME, on est à plus 7 points. C'est-à-dire que derrière, bah voilà, à l'inverse du grand groupe, donc on reste sur les 75%. Voilà, 6 points sur l'alimentaire, sur l'épicerie et 8 points pour les boissons. Alors, la notion d'emballage, on voit que ce n'est pas forcément un atout, un fort atout, puisqu'on est juste à, entre guillemets, plus un point sur l'emballage écologique. On est étal sur l'épicerie et on est à plus un point sur les boissons. Et en même temps, là-dessus, voilà, on est sur des matières essentiellement recyclables, recyclées. Ouais. La notion d'équitable. Alors, la notion d'équitable, elle est peut-être à prendre avec un certain regard parce que souvent sur l'équitable, on parle de produits un peu phares tels que chocolat, sucre, café, etc. Donc, sur ce type de catégorie, on est stable. Et la notion de vrac, on perd en intention d'achat. C'est-à-dire que bio, c'est bien, le vrac, c'est bien, mais en fait, on se rend compte que c'est pas forcément. Il y a une forme d'inadéquation. Alors, sur les boissons, c'est évident. Sur le produit alimentaire frais, il y a moins 4 points et sur l'épicerie, moins 13 points. Alors ensuite, on a voulu poser une autre question, c'est la capacité d'acceptation du prix. Alors, on a pris 3 types de produits. Un pack de 6 yaourts non bio, enfin un pack de 6 yaourts non bio vendu à 2 €.
du chocolat, une tablette de chocolat 150 grammes à 1 € en conventionnel, et du thé, alors 100 grammes de thé vendu à 4 €, thé ou infusion. Et on a posé la question, si c'est bio, donc nos 6 yaourts, ils valent 2 €. En bio, on est capable de le vendre à 2,34 €. Voilà. L'épicerie alimentaire, on est à donc plus 17%, plus 21% pour notre chocolat. S'il est bio et local, eh ben, on arrive encore à augmenter. On est à 2,47 €, donc plus 24% par rapport au non bio. S'il est issu de production locale, on arrive à plus 28%, donc on est à peu près sur les mêmes ratios sur l'épicerie alimentaire. Et par contre, sur les boissons pain bière, ben, en fait, comme du coup, c'est un peu dans les acquis, la capacité d'acceptation est un petit peu plus faible. Si on est sur une PME, ben, en fait, on reste sur la même capacité d'acceptation, grosso modo, hein, à part un point de plus sur l'alimentation, sur notre chocolat. Sur l'équitable, alors du coup, qui dit équitable dit peut-être un petit peu moins cher. Néanmoins, la capacité d'acceptation du prix est en deçà du bio plus local. Voilà. Ça reste bio plus équitable, on reste sur une augmentation de 21%, mais pas autant que sur les autres. Le bio France, on est à peu près stable, donc on sent qu'il y a on sent un petit peu l'impact de cette dilution. Le bio emballé, donc le consommateur n'est pas prêt à payer l'emballage supplémentaire écologique, visiblement. Enfin, il est prêt dans une certaine mesure, quoi, hein. Il est prêt à 19% au-dessus de nos 2,17 €, quoi. De nos 2,34 €, pardon. Il est quasi stable sur l'épicerie et également sur nos boissons jus, vin, bière. Et sur le vrac, ça, on connaît le problème, hein. Le consommateur, bien souvent, sur le vrac, il s'attend à payer moins cher. Et nous, on a beaucoup travaillé sur le sujet. On sait que c'est compliqué parce qu'on sait que derrière, il y a des coûts de main-d'œuvre. Donc là-dessus, il y a réellement un travail à faire qui sera plutôt sur les économies faites par le juste dosage. Et si on prend le même schéma sur la cosmétique bio, donc on est à 69% d'intention d'achat, plus 8 points si c'est français, plus 4 points si c'est une PME, sachant que souvent sur la cosmétique, des fois, on met plus en avant la marque que l'entreprise. Plus 2 points sur l'emballage, c'est plus compliqué. Bon, le vrac et la coupe, évidemment, même si ça commence à sortir un petit peu, mais c'est plus compliqué. Le non testé sur les animaux, visiblement, il n'y a pas d'impact supplémentaire. Et pareil, et le vegan qui n'est pas visiblement un atout plus que ça pour la vente, puisqu'il est plutôt en négatif. Et en termes d'achat, donc, on est à 3 €. Alors là, on est parti sur un gel douche 500 ml à 3 € conventionnel, acheté dans le commerce. Donc, s'il est bio, la capacité d'acceptation, on passe à 3,50 €, 3,65 € si c'est une PME, 3,58 € si c'est un bio français, 3,48 € si c'est un bio bien emballé écologiquement. Le produit cosmétique soin à la coupe, on est toujours sur cette baisse, on est à 3,40 €, donc moins cher que le bio classique. Et 3,52 €, donc une légère hausse s'il est cruelty free. Et vegan, 3,46 €. Voilà. Ça vous donne un petit peu ces tendances, ce sont ces chiffres, vous les aurez, mais voilà, ça vous donne un petit peu les labels ou les intentions d'achat et la capacité d'acceptation du prix. Donc, en conclusion, on peut dire que l'Origine France et l'entreprise familiale sont des labels qui répondent à 3 grandes préoccupations des consommateurs: la qualité, avec la notion de qualité, la savoir-faire d'une région, l'environnement, avec les produits qui viennent d'un terroir, et donc on reste sur de la proximité, et la solidarité. Voilà, c'est soutenir les PME régionales, les PME familiales, etc. Voilà, donc la notion d'entreprise à taille humaine dans laquelle le consommateur se projette et souhaite soutenir.
Donc, on a pu voir que les labels et les mentions restent la valeur sûre de l'alimentaire. La mention AB, elle a un fort acquis, elle a des fondations relativement fortes. Et on voit qu'il y a un réel potentiel sur les boissons d'après notre panel. Et côté cosmétique, le bio continue de séduire et présente des perspectives optimistes, puisqu'on voit que voilà, il y a une capacité incrémentale de 14 points par rapport à l'existant. Et on verra tout à l'heure dans les données en GMS que cela se confirme. Donc voilà, on voit que le bio plus local, le bio plus PME sont vraiment des valeurs très fortes pour l'entreprise, et que les clients sont prêts à consommer de 20 à 30% de plus quand on additionne ces deux mentions. Malheureusement, l'emballage écologique et le vrac ne justifient plus difficilement une hausse de prix. Voilà, puisque pour l'emballage écologique, c'est considéré comme un prérequis. On parle souvent de ça dans le bio, l'engagement total de l'entreprise. Et sur le vrac, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme on ne voit pas de marque, on ne voit pas de packaging, on ne voit pas de marketing, en plus, on doit le faire tout seul. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas cette notion de valeur ajoutée. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie. On prendra les questions à la toute fin, puisqu'aujourd'hui, donc là, on va faire une transition et on va vous donner, du coup, les éléments de marché un peu plus d'actualité sur les grandes tendances. Alors, certains points qu'on passera peut-être un petit peu vite et qui ouvriront le débat. Donc, ce panel, il évolue sur un marché où le bio représente 6,5% de la dépense alimentaire en 2020, ça on le sait, et un marché qui a énormément augmenté puisque on a fait 13,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On est sur 9 Français sur 10 qui consomment des produits bio. Néanmoins, la clientèle de bio-addicts, 13% tous les jours, 17% moins d'une fois par mois et 73% en consomment au moins une fois par mois. Donc, voilà, on reste sur une consommation assez diluée. Un Français sur 10 consomme des produits bio quotidiennement, 10%. Les motivations principales, on le sait, la santé, l'environnement, la plus grande disponibilité des produits bio dans les lieux d'achat, donc ça c'est la croissance de l'offre, et les raisons éthiques ou sociales. Ce qu'on voit aussi, ce qui est important, c'est que souvent on dit les produits bio sont majoritairement importés. Souvent... Alors on peut leur dire non, non monsieur, non madame, 67% des produits bio sont français, 18% sont d'origine Union européenne et 15% sont d'origine autre, et on est bien content de manger du chocolat, et surtout à Noël. Au niveau des vins et boissons, il y en a quand même quelques filières dans lesquelles on est dans l'excellence. 99% pour les vins, 99% pour les œufs, 98% pour le lait, 95% pour la viande et 78% pour les légumes. Et effectivement, qu'on a pu le voir tout à l'heure, donc là, on passe. Je vais un petit peu vite, mais c'est un petit peu nécessaire. Ça, c'est des choses, vous êtes censé le savoir. Hein. Donc, la GMS, aujourd'hui, c'est vraiment le leader en part de marché sur la vente de produits biologiques. C'est 55% des produits bio vendus, dont 3% en hard discount, 6% dans le drive, 16% en hyper et 23% en hyper. La distribution spécialisée, elle se répartit sur deux parties du camembert, les réseaux, 25%, et les indépendants, totalement indépendants, on va dire, 29%. Et effectivement, on a pu voir ces derniers temps une courbe qui prend l'ascension, c'est la GMS, massivement, et la distribution spécialisée qui, du coup, reste en augmentation, mais augmente moins vite et qui, du coup, mécaniquement, perd des parts de marché face un petit peu on va dire un petit peu bulldozer. Donc, on va maintenant séparer la fin de cette présentation en deux parties. Une partie sur la distribution spécialisée que vous présentera Marité, et puis moi, je me concentrerai sur la partie GMS.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit depuis mars 2021, donc ça, c'est des données qui sont relativement aussi publiques, c'est qu'on a eu des pics de croissance suite à des reports d'achat, notamment sur janvier 2021, mais aussi en mars 2020, lors des épisodes de confinement, mais que depuis, le marché se tasse avec, et on va voir comment et quelles sont les raisons un petit peu structurelles de cette baisse de croissance. Attention, hein. Là, on est sur les premiers mois où on est sur du négatif. Et globalement, on est plutôt sur une baisse de croissance. Euh, alors après, c'est toujours, on a aussi trouvé des statistiques assez récentes. Donc ça, c'est le baromètre Max Havelaar de la transition alimentaire. Et donc, les intentions d'achat, en fait, alors pour les produits du commerce équitable, produits labellisés, à la fois bio et issus du commerce équitable et produits bio, on est sur une croissance depuis octobre 2019. Mais là, on est toujours sur des intentions d'achat. On voit que sur les produits locaux, on a... Alors, bon, les courbes, là, elles sont un petit peu... on joue un peu avec les graphismes, hein, parce qu'on parle quand même de 1 point de pourcentage, notamment sur la partie haute, quoi. Mais que voilà, sur les produits Made in France, on sentirait 1 point de baisse par rapport à l'année dernière. Voilà. Marité, je te laisse la main sur la dynamique en distribution spécialisée. Voilà, donc comme l'a dit Adrien, on va faire d'abord un focus sur la distribution spécialisée. Donc d'abord rappeler les chiffres. Donc ça, ce sont des chiffres de 2020, puisqu'on n'a pas encore les chiffres 2021. Mais on les présentera en webinaire avec Biolinéaire qui va consolider les chiffres donc le 21 janvier, si ça vous intéresse. Donc rapidement, hein, le leader Biocoop avec le chiffre d'affaires 2020 à 1,6 milliard, 700 magasins en 2020, je le répète, une croissance de 17%. Ensuite, Naturalia qui avait fait une belle croissance en 2020, plus 22%. Beaucoup moins de magasins, 226, et on est à 395 millions d'euros. Donc après, on est à peu près sur ce chiffre d'affaires-là sur les autres. La Vie Claire, 385 millions. Et là, il faut baisser le regard et aller sur Biomonde. Il y a un petit affichage un petit peu. Il ne faut pas continuer côté Satoris. Il faut basculer sur Biomonde, les comptoirs de la bio, Accord Bio, Bio c'est bon, et on retourne sur Satoris, l'eau vive. Donc voilà, vous aurez tous ces chiffres. Mais voilà, montrer un petit peu la scission entre les différents réseaux. Donc on va dire un leader et puis un petit peu les autres au niveau du chiffre d'affaires. Et les dynamiques de croissance sont aussi intéressantes, hein, comme on l'a dit, le plus 22% de Naturalia, plus 16% aussi de La Vie Claire, plus 13% pour Biomonde. Voilà. Et le leader à plus 17%, ouais, tout à fait. Voilà. Et Satoris, qui a une stratégie toujours un petit peu différente, hein, avec une très faible croissance, que 38 magasins, mais des très bons comment dire, chiffres d'affaires par rapport au mètre carré qu'ils ont. Ensuite, on a regardé aussi les nombres d'ouvertures. Alors là, on ne voit pas très bien à l'écran. Il faut que je déplace ça par rapport aux enseignes, en fait. Voilà. Vous avez les enseignes juste dessous. Donc, on voit que le leader, forcément, c'est celui qui ouvre le plus, en tout cas qui a ouvert le plus de magasins en 2020. Évolution du nombre de magasins. Non, ce n'est pas que les ouvertures, c'est l'ensemble des magasins sur ce graphe. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, donc presque 700. Là, 700, c'est un chiffre un petit peu actualisé, parce que là, c'est 651. Donc, logiquement, hein, le premier qui a le plus de magasins. Ensuite, on a La Vie Claire. Ensuite, Naturalia. Donc, en nombre totaux. Là, ce ne sont pas que les ouvertures. Sur les chiffres, donc là, on s'arrête sur 2020. On a encore de la croissance avec plus 15%. Et un chiffre d'affaires total globalisé à c'est 4 milliards 500 000 euros, si je ne me trompe pas, Adrien, c'est ça? Tu confirmes? Et ça, ce sont les chiffres 2021, donc les derniers chiffres présentés par Biotopia, où là, on voit une baisse sur le deuxième trimestre 2021, donc à moins 12%, et sur le troisième trimestre, moins 3%. Donc, ce sont des chiffres 2021 comparés à l'année 2020, qui, je vous le rappelle, est une année exceptionnelle, année Covid. Du coup, l'idée à retenir, c'est que voilà, cette année 2020, elle est historique, elle est exceptionnelle.
Mais si on compare quand même par rapport à l'année 2019, on reste globalement, pour l'ensemble des chiffres, sur une hausse. Quand on regarde un petit peu les données panier moyen, on est à 42 € au global, hein. C'est toujours, il y a des situations très différentes après, magasin par magasin. Mais au global, on est à 42 € et on est stable par rapport à 2020. Par contre, en termes de fréquentation, là, ça baisse un petit peu. On a une fréquentation moyenne de 26 fois par an en magasin bio et du coup, on perd 1 point par rapport aux données de 2020. Voilà un petit peu les derniers chiffres, d'après Biotopia Insight sur 2021. Donc on n'avait pas l'habitude, hein, de ces chiffres, ces premiers fléchissements, hein. Jusqu'alors, on était, plutôt sur de la croissance, de chiffres comme on l'a vu sur, 2020, avec plutôt des chiffres à plus 15%. Ensuite, parmi les données qu'on souhaitait partager avec vous, c'était, la part de marché des marques qu'on peut retrouver en réseau spécialisé. Donc là, vous avez, les 15 marques qui, représentent le plus de parts de marché. On s'est amusé à faire un petit cumul avec Adrien de ces 15 marques et on était arrivé à peu près à 25%. Donc, en gros, on a 15 marques qui représentent 25% du chiffre d'affaires, des magasins bio. Donc c'est pas négligeable, du tout. Et après, on a regardé aussi un petit peu, c'est quoi les 10 meilleures ventes au global en 2021. Alors là, pour moi, c'était une surprise. Après, je ne suis pas sur, le terrain non plus. Donc ce sera intéressant d'avoir la vision, des gens qui sont en magasin bio. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de tofu, du tofu. Le numéro 1, filet de tofu à l'ail des ours. On a du tofu fumé en numéro 3. On a encore du tofu en numéro 6 avec du tofu fumé et en numéro 7, du filet de tofu. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était l'année du tofu en 2021? Vous nous direz un petit peu ce qui s'est passé. On voit aussi, le soja avec, le deuxième soja, sauce soja qui marche bien. On a de la levure, le pain des fleurs, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus classique. Alors, là, c'est la version sur le sarrasin. Voilà, vous nous partagerez un petit peu, à la suite de ces échanges, votre ressenti terrain. Mais, voilà, moi, j'étais un petit peu, surprise, donc c'est toujours intéressant d'avoir des données chiffrées. Donc là, ce sont, par catégorie de produits ce qu'on peut observer. On est sur du 2020, si je ne me trompe pas sur cette slide. Oui, c'est ça. Et bon, globalement, en 2020, ce qui décrochait, c'était le secteur, de l'épicerie pour les enfants, avec un -13%. À contrario, on avait une bonne dynamique sur les fruits et légumes. On va peut-être pas trop s'attarder sur 2020 parce qu'on a les prémices un petit peu sur, 2021. Et donc sur, 2021, qu'est-ce qu'on voit? La surprise un petit peu, c'est la perte sur les fruits et légumes qui est quand même un secteur, historiquement, le secteur, d'attraction pour le consommateur, qui est souvent placé, à l'entrée du magasin, qui fait venir, voilà. Et là, on a une perte. Est-ce que ça reflète, un petit peu la perte de dynamisme et la moindre croissance qu'on voit en magasin bio? Ça peut être que des hypothèses. Mais voilà, ça questionne, un petit peu. Sinon, globalement, sur les autres, catégories, il y a pas de révolution. Bon, il y a soit des petites augmentations ou des petites, diminutions de points, mais ça reste très, très, léger. Vous aurez les chiffres, hein, si vous voulez après, regarder dans le détail. Et ce sont les données cumulées à septembre 2021. Ce qui est intéressant aussi, c'est, la part prépondérante de l'alimentaire. Donc, nous, généralement, quand on faisait, des rencontres avec, des magasins, les magasins disaient souvent, notamment les Biocoop, on est des magasins quand même alimentaires et quand les porteurs de projets venaient avec des projets cosmétiques, c'est vrai que, ils expliquaient que c'était un petit peu plus compliqué et on voit que ça va l'être encore de plus en plus puisque le poids de l'alimentaire en magasin bio ne cesse d'évoluer. En regardant les chiffres, on était à 86% en 2019, on passe à 88%. Donc cette, tendance se renforce et le poids de la cosmétique et de, l'hygiène beauté, maison entretien, diminue en magasin bio globalement. Il y a une question aussi, qui avait été posée donc par Panel Bio, c'était la raison principale de fréquentation, du circuit des spécialistes, hein. Pourquoi? Donc ce qui ressortait, c'était la qualité des produits et le choix, majoritairement. Bon après pas très loin, il y a aussi le niveau de confiance qu'ils ont au niveau des magasins bio.
Donc là, ce sera aussi, on va dire, les leviers sur lesquels s'appuyer pour les leviers de croissance. Donc pour faire le petit bilan rapide, sur cette partie, à ne pas oublier l'historique exceptionnel sur 2020 quand on regarde les chiffres. Hem, les raisons conjoncturelles, c'est vrai que le pouvoir d'achat, se durcit un petit peu aussi, sur, cette année avec, en ce moment, au mois de décembre et les 100 €, ne l'oublions pas, qui sont distribués, pour, une partie, des salariés aussi. Donc il y a des tensions budgétaires et des arbitrages qui se font sur les acheteurs, qui sont occasionnels, au niveau du bio, qui peuvent aussi, expliquer, une petite partie, de la diminution de croissance. Et des tendances aussi qui s'accélèrent, notamment, il y a pas mal d'ouvertures quand même de magasins bio, donc peut-être qu'à un moment, on arrive un petit peu sur, pas la saturation, mais, ouais, à un niveau quand même assez important. Des consommateurs aussi, qui sont omnicanal, oui, mais peut-être que lié à leur historique au niveau du covid, ils ont pris de nouvelles habitudes ou ils ont pris l'habitude d'acheter en ligne alors qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude et ils sont restés fidèles à d'autres circuits que, les magasins bio pour acheter bio. Et une dilution du bio par rapport à d'autres labels. Donc ça, on a déjà vu un petit peu le mapping. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses, par d'autres labels et le consommateur, peut-être, a trouvé plus attractif d'autres intentions et notamment on pense au local, qui est une valeur forte de 2020 et de 2021, parfois malheureusement au détriment du bio. Adrien, je te laisse parler un petit peu de la grande distribution. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, tout à fait. Donc, c'est la dernière partie de cette présentation avant de passer aux questions. Voilà, donc l'idée, c'est de faire le focus sur les 55% du marché. Un marché qui a doublé en 4 ans. On est passé de 3 à 6 milliards. Donc, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur des distributeurs, mais avec aussi avec l'adoubement des consommateurs, hein, finalement, hein. Mais néanmoins, on voit que si on regarde les P11, donc les novembre, les différents novembre des années précédentes, P11 2017, 2018, 2019, 2020, eh bien, on est depuis quelque temps sur un tassement de cette croissance, et notamment sur P11 2021, où en cumul annuel mobile, donc on est à -1 sur le bio et à +0,4 sur l'alimentaire. En P11 2020, pardon, où on était encore en phase de pré-confinement, de demi-confinement, enfin, voilà. On était à 14%, 15% d'évolution des ventes sur le bio et 4,8 sur l'alimentaire classique. Et du coup, en cumul à date sur l'année, on est à -2,4 en, à P11 et -0,4 sur l'alimentaire. Néanmoins, on voit que ce bio, donc d'après Nielsen IQ, ce bio, il évolue différemment selon les catégories et c'est là où on peut ressentir les tensions sur le pouvoir d'achat, puisqu'on a toujours une croissance sur la population aisée, pardon, ce n'est pas un lapsus, aisée, moyen supérieur, on commence à avoir une légère baisse. Moyen inférieur, on est relativement stable, mais on est peut-être sur un panel déjà un petit peu plus restrictif. Et sur les modèles, on retrouve un niveau de consommation de 2019 également. Ensuite, si on regarde les enseignes, on voit qu'effectivement, l'enseigne principale d'achat, c'est donc la plus grosse part de marché. Alors, c'est Leclerc sur ce graphique. C'est Carrefour, si on additionne Carrefour, Carrefour Market et toutes les marques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est les indépendants qui ont la plus grosse progression, une des plus grosses progressions, avec notamment Intermarché et Système U, mais qu'il y a une enseigne qui fait parler de plus en plus d'elle, et il y a un article qui est paru encore cet après-midi sur Lidl, qui augmente de 6,4. En fait, ils augmentent tout simplement parce qu'ils ont un petit peu créé l'unité de besoin, ils ont référencé des produits qui correspondent aussi à une nouvelle cible de consommateurs. C'est globalement aussi l'enseigne qui monte, et qui fait aussi un petit peu peur aux autres enseignes. Néanmoins, au final, quand on est client, on est bio, on est client de tous. Ce qu'on voit aussi, c'est que alors la contribution des circuits au ralentissement, donc c'est les supermarchés,
pour lesquels la part de ralentissement est la plus forte. Les hypermarchés à 21%, les drives qui ont toujours surperformé, puisque déjà ici, attendez, tiens, ici on le met là, c'est pas mal aussi. Donc les anciennes drives, le drive, on sait que déjà il y a des fortes parts de marché parce que ça correspond à des actes d'achat plutôt pro-bio dans l'offre Internet, deux, dans la typologie des clients. Et on voit qu'il y a aussi une diminution du bio. Les enseignes proxy, qui ont aussi une diminution. Et voilà. Et donc, sur les hyper, on va dire que la part de marché est plus faible, mais la contribution au circuit. Donc, c'est en super que ça souffre presque le plus. Voilà. Alors ensuite, au niveau des catégories, sur Pétis 2021, donc octobre 21, si on regarde les croissances sur ces 3 dernières années, donc les PGC pour les grandes consommations, frais libre service, globalement, on n'est pas au niveau de 2019 puisqu'on est à 5,1%, alors qu'on était à 5,2% en 2020. Sur les frais, on a une baisse, on accuse une baisse, c'est un petit peu dur. Sur l'épicerie sucrée, on est à plus 0,1%. Sur l'épicerie salée, on est stable. Sur l'hygiène beauté, eh ben, on voit l'aspiration et on voit aussi toute la dynamique d'un secteur qui n'est pas encore clairement encore totalement structuré au niveau de son offre et de la capacité de création de nouveaux produits. Donc là, on a une belle croissance. Et ensuite, ben voilà, les liquides sans alcool, il y a un tassement. Les frais non laitiers, on a aussi un croissement. Sur le surgelé, alors ça reste des petits marchés, on est à 2%. Néanmoins, voilà, un petit tassement en même par rapport à l'année dernière. Et sur les liquides alcool, eh bien, voilà, on voit que il y a quand même, on retrouve un petit peu cette appétence avec on a plus de points sur ce P10 2019. Donc, est-ce que nos statistiques d'Opinionway, aujourd'hui, ça marche un petit peu. Par rapport aussi à la structure du marché, il y a aussi quelque chose qui est important par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que en GMS, le non-bio est essentiellement trusté par les grands groupes, les très grands groupes, à 39 et 17%. Et qu'en fait, les très grands groupes et les grands groupes sont arrivés dans le bio récemment, mais avec des parts de marché qui sont du coup fatalement beaucoup plus faibles, 14-28%. Et néanmoins, on voit que la part de MDD, donc c'est les 41% en bleu clair en bio et 32% en non bio. Donc on voit qu'on a aussi un secteur bio en grande surface, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est essentiellement basé sur des MDD. Et que la partie PME, par exemple, si on en parle 2 minutes, on est à 17%. Donc la même part de PME entre les deux secteurs. Alors, ce qui souffre le plus en grande surface, eh ben, c'est la MDD bio, avec peut-être ce problème alors la qualité, on a vu qu'elle était là, mais peut-être de transparence et d'histoire. C'est le fameux storytelling, le bio plus local. Donc là, ça souffre. Les marques conventionnelles, moins 2,7%. Donc là, on en parlera tout à l'heure. C'est aussi c'est toutes les entreprises qui sont arrivées dans le bio récemment. C'est Nestlé, c'est Unilever. Et en revanche, on voit que les marques qu'on appelle pure players, c'est-à-dire les entreprises qui ont entre 96 et 100% de leur chiffre d'affaires en bio, sont en progression encore de plus de 2,4%. Donc, ce qu'on voit que le consommateur, il est quand même il est plutôt favorable aux entreprises qui ont vraiment des valeurs alignées. Le marque pure player, ben, on cite Ecotone, on cite Léa Nature, des entreprises comme ça qui ont le bio dans leur ADN, quoi. Voilà. En fait, ceux qui souffrent finalement, ben, c'est un petit peu ces entreprises-là, les entreprises qui ont fait des grands développements produits. Alors, pas tant sur la partie cosmétique ou soins, donc il y a eu des gros lancements avec plus d'1,2 million de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois. C'est les 3 premières périodes, ouais, sur 2020, donc pour les protections hygiéniques, ou le petit Marseillais qui a fait quasiment 900 000 € de chiffre d'affaires en 2020. Et aujourd'hui, on voit que c'est sur ces catégories de produits où on verra qu'il
il y a moins d'innovation qu'avant, donc il y a moins de lancements, donc moins de croissance, mais sans doute des rotations plus faibles. Et là, voilà, ça vous donne un petit peu le panel aussi du bio d'aujourd'hui. Alors, nous, on avait un peu en totem le choc à pic bio. Et choc à pic bio, ça pose aujourd'hui des questions. La crème et la vire bio, le Saint-Moré, voilà, on est sur des marques qu'on connaît tous, quoi, hein, les sorbets bio, et néanmoins qui font du chiffre d'affaires. Enfin, vous connaissez à peu près la valeur des sous. 200 000 euros de chiffre d'affaires sur des oasis, pour Oasis, c'est peut-être pas grand-chose. Au niveau du secteur bio, ça commence à être le poids d'une TPE qui représente, nous, par exemple, une majorité des entreprises qu'on accompagne au niveau du cluster, quoi. Voilà, donc ça fait quand même ça fait des sous, et surtout, ça crée des confusions et des problématiques en magasin dont on va en parler juste après. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, cette offre, elle a tendance à baisser. Donc, mécaniquement, il y a une baisse des ventes, puisqu'il y a eu 65% d'innovation bio au semestre 2021, alors qu'en 2020, il y en avait eu 89 et 83. Donc, globalement, il y a moins de sorties produits. Et donc, aujourd'hui, les produits doivent faire leurs preuves dans le rayon. Et donc, pour ce faire, voici quelques dilemmes que je voulais vous proposer, que tout le monde d'ailleurs peut trouver dans n'importe quel supermarché. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je m'appelle Côte d'Or et que je lance une gamme bio sur une plaquette dessert, donc je réduis mon grammage, j'augmente mon prix au kilo, j'ai un prix à 150 grammes, donc je suis à presque 20 euros du kilo, alors que mon conventionnel il est à 9,45. Maintenant, on se met dans la peau du client, père de famille ou maman ou consommateur qui veut faire un gâteau au chocolat. Est-ce que je suis suffisamment convaincu par le bio dans une grande surface pour acheter un Côte d'Or 3 fois plus cher en petit conditionnement finalement? Est-ce que je suis client de ça? Ou est-ce que, écoutez, pour faire mon gâteau au chocolat pour le goûter, on va prendre une tablette classique, ça ira bien, quoi. À un moment, on est un peu tous les mêmes. Et ça, vous pouvez le prendre. Donc, cette double implantation en rayon, elle pose vraiment question. Et dans les drives, ça pose aussi question, puisque vous avez les prix au kilo, pour faire des filtres des prix au kilo. Donc, la MDD sort un petit peu son épingle du jeu, parce que le prix de la MDD, elle va correspondre au prix de la marque nationale. Mais là, sur ce type de produit, voilà, l'exemple est assez flagrant. L'autre point que je voulais vous présenter, donc j'ai envie d'acheter un filet de poulet, très bien, et je suis dans mon rayon, et j'ai la même entreprise qui me propose deux produits. Un poulet qui est conventionnel, ok. Il est conventionnel, mais alors il est bleu blanc cœur. Il est élevé sans traitement antibiotique. La barquette, elle est 100% recyclable. On me garantit le bien-être animal. Bon, ça me paraît pas mal. Et à côté, en fait, j'ai un produit, il est bio, élevé en plein air. Et voilà. Et alors là, on n'a pas mis le delta prix, mais il y a aussi un delta prix qui est net. Et donc, forcément, quand on est client, on se retrouve à ce type de confrontation. Et forcément, dans ces cas-là, moi, j'ai envie de dire, le logo AB, il est presque contre-productif, quoi. En fait, on garantit un type d'agriculture, on garantit un label, mais on n'a pas toutes les billes pour vendre nos produits, quoi. Donc, je pense que, voilà, toutes les bonnes idées, on n'est pas là pour dire que le bio, c'est pas bien. On est pour développer des filières bio, évidemment, mais à un moment, il y a des alignements dans ce qu'on appelle le mix marketing. On a tous appris il y a fort longtemps, et là, il y a des incohérences qui font que ça coince. Il y avait un autre graphique que je voulais vous présenter. Bon, alors déjà, l'évolution du bio par rapport au conventionnel, mais c'est surtout le petit graphique de droite pour vous montrer comment aujourd'hui, donc en octobre 21, le bio, il est concurrencé sur le terrain de la santé. Vous avez les compotes apertisées. En bio, elles sont à moins 7,6%. Et en sans sucre non ajouté, elles sont à plus 21%. Donc, on pourrait penser qu'il y a un report de vente. D'autant l'indice de prix moyen, il est à 152 pour le bio, il est à 109. Donc forcément, au moment, on regarde aussi tous ces éléments. Et l'indice de performance, on est à 109 versus 61. Donc tous ces éléments, la baisse du prix, la baisse de l'offre, pardon, en GMS, la contrainte sur le pouvoir d'achat, des problèmes de positionnement en rayon, forcément aujourd'hui, on n'a pas toutes les billes pour réussir.
Et donc, il y a vraiment un travail à faire. Donc, effectivement, les voies pour développer le bio, alors on peut être sur de la MDD, hein, avec le juste bio, avec des MDD fortes, qui permet aussi d'avoir une valeur prix plutôt intéressante par rapport aux consommateurs, plutôt performante sur des catégories peu transformées et une promotion qui peut permettre aussi de sortir un petit peu son épingle du jeu et de jouer sur la variable prix, qui est aujourd'hui perdant. Et puis, il y a l'autre point, et on voit que ça marche plutôt quand on voit les statistiques des pionniers du bio, autour de la valeur et de l'alignement des valeurs, c'est-à-dire l'emballage, la nutrition, le local, le bio, la recette différenciante. Par contre, effectivement, attention, on est sur une premiumisation, donc une augmentation de l'achat. On va être forcément sur des faibles volumes, puisqu'on s'adresse à une niche moins importante. Et on va nourrir les bioaddicts, parce qu'aujourd'hui, finalement, eh ben, il y a une concentration du marché autour de ces bioaddicts. Et on est en train de. Et en fait, un des enjeux, je pense, des années à venir, des mois à venir, même des semaines, c'est d'aller reconquérir un petit peu tous les acheteurs occasionnels qui aujourd'hui sont un petit peu perdus sur un mapping de marque de folie, dans des contraintes budgétaires assez fortes et qui doivent ben, effectivement être, comme on l'a dit, boucler les fins de mois, manger et trouver les meilleurs, le meilleur compromis dans son caddie et en fonction de ses valeurs. Voilà. C'est un petit peu ma conclusion du soir. Donc, on va passer aux questions. Alors, Marité, je crois que tu as préparé ces questions. Donc, je vais te laisser opérer. Et voilà. Et moi, je vous remercie de votre attention. Merci déjà à tous d'avoir écouté attentivement cette présentation. Il y a une partie effectivement qui nous tenait à cœur. C'est voilà ce que disent les chiffres, voilà ce que disent un petit peu les instituts IRI, Biotopia Inside, Kantar, un petit peu tous. Mais nous, c'est vrai que ce qu'on trouve important, c'est vraiment le ressenti de terrain. Et c'est vous, en tout cas une partie d'entre vous qui êtes sur le terrain. Donc, on a sélectionné un petit peu parmi les participants. On leur a proposé, est-ce qu'ils souhaitent prendre la parole avec quelques questions, voilà, qu'est-ce qu'ils voient sur le terrain? C'est quoi pour eux leur vision en 2022? C'est quoi les leviers de croissance? Puisqu'on voit qu'il y a un fléchissement. Et donc, il y en a certains qui ont répondu positivement, donc c'est chouette. Un qui sera en distanciel parce que malheureusement, avec le contexte épidémique, eh bien, il est positif au Covid. Ce que je te propose, Adrien, on va voir si la personne en distanciel est là. Comme ça, si elle n'est pas prête, eh ben, on pourra enchaîner avec les gens qui sont dans la salle. Donc, on va aller dans les participants, les panélistes, voilà. Et puis, on va activer le micro de Florian Poisse. Florian, Bonjour. est-ce que Oui. Est-ce que vous m'entendez? c'est parfait? Je vais juste couper mon micro parce que j'ai peur qu'après ça fasse peut-être des échos. Donc merci Florian déjà d'avoir accepté de partager ton ressenti terrain. Je coupe mon micro et si tu veux, je te laisse te présenter Oui. d'abord et puis répondre un petit peu aux Allez. petites questions que j'avais pensées. Eh ben, ça marche. Merci Marité. Effectivement, donc je m'appelle Florian Poisse et c'est suite à ta sollicitation que du coup j'ai répondu favorablement pour partager notre vision, parce que moi je suis associé avec Guillaume Frappaz sur le magasin Biocoop de Caluire et Cuire, donc à la Montée des Soldats. Et nous, ça fait 2 ans qu'on a ouvert le magasin maintenant, un peu plus de 2 ans. Voilà, donc on a ouvert, un magasin de 600 m², donc une taille de magasin plutôt grande, avec, un rayon boucherie et service arrière plutôt développé. Voilà, pour un peu la présentation générale et après, du coup, nous, c'est vrai qu'on a ouvert avant le covid, donc on n'a pas beaucoup d'historique. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ouvert, on a vu que le covid avait bien boosté, l'activité, clairement, notre taille de magasin, je pense, nous a favorisés et on sent depuis quelques mois que ça se tasse comme tout le monde.
On sent aussi que, a priori, les clients, vont un peu moins sur le vrac. C'est ce qu'on a pu voir sur les croissances des rayons. Plus sur notre service arrière, qui est un peu notre, axe différenciant quand même aujourd'hui. Sachant que nous, c'est vrai qu'en plus on a un chef qui transforme en cuisine et du coup, qui met en valeur ce rayon. Voilà, donc on constate que la boucherie s'en sort bien également, même si c'est un rayon qui reste toujours un peu, compliqué financièrement parce que c'est difficile d'être rentable sur ce rayon. Mais, sinon l'activité donc est un peu en baisse, mais il y a quand même des rayons qui sortent un peu du lot. Voilà, après, hem, sur, le panier moyen, parce que je vois que c'était dans les petites questions, aujourd'hui on voit que le panier moyen a baissé. Donc pour notre typologie de magasin, c'est plutôt flux, le panier baisse, même si on est sur une zone où il y a plutôt un fort pouvoir d'achat. La fréquentation est un peu en baisse, mais elle est pas trop en baisse, elle est presque stable, je crois, de mémoire. Hem Et le comportement des consommateurs, bah, c'est que, ouais, ils font un peu moins de folie, quoi. Avant, c'est vrai qu'on tout ce qu'on proposait à la vente, ça partait et maintenant, on voit qu'ils voilà, ils sont plus rationnels, donc sans surprise. Mais donc on essaie d'axer sur les rayons qui s'en sortent bien et de nous différencier encore. Après, c'est vrai que nous, Biocoop, on communique aussi pas mal sur les valeurs et ce que Biocoop peut apporter de différent par rapport à la GMS notamment. Donc on essaye de jouer là-dessus et de communiquer là-dessus. Après donc rapidement, je vois qu'il y avait la vision pour 2022, ben, c'est un peu compliqué. On sait pas trop, sur quel pied danser, donc on pense que ça va de toute façon être une régression par rapport à 2021. Ça, c'est à peu près certain. Et après, bah, c'est le covid qui nous dira ce qui se passera ou pas. Mais on pense que l'activité va rester un peu atone et du coup, on va essayer de faire le dos rond en attendant que ça peut-être que ça reparte. Hem, voilà pour la vision. Après, je crois que vous m'aviez demandé les leviers de croissance à activer en magasin. Hem, Bah, nous, c'est notre service arrière aujourd'hui qui nous différencie le plus et qui nous permet de continuer quand même, alors pas à faire de la croissance, mais à diminuer la décroissance. Donc c'est là-dessus qu'on axe, sur le frais. Parce que les autres rayons, que ce soit le non alimentaire, le vrac dans une moindre mesure, mais bon, sont pas et l'épicerie de globalement sont pas en hausse clairement. Donc nos leviers, c'est ça et puis après, c'est d'essayer d'apporter toujours un service optimal, et d'apporter quelque chose de différent, autre que juste le prix. Donc on essaie de faire ça et d'avoir, des équipes, qui répondent présent. Je Alors je suis allé un peu vite parce que, ouais, j'ai pas l'habitude de trop parler de tout ça et de prendre du temps, mais je sais pas si c'est suffisant ce que j'ai dit ou pas pour vous ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Florian, bonjour. Du coup, moi, j'ai une ou deux questions. La première question, c'est par rapport à votre magasin. Alors, j'ai compris qu'il était récent. Oui. Néanmoins, est-ce que vous voyez que vous vous concentrez sur une clientèle fidèle euh, ou est-ce que vous voyez que voilà, il y a toujours quand même une clientèle un peu plus volage qui vient dans vos magasins? Et le deuxième point, c'est est-ce que vous songez ou comment vous voyez la notion de promotion et d'animation dans le point de vente? Hem, alors, bah, sur la question de la fidélité, ouais, ils sont plutôt fidèles nos clients parce qu'en fait, on a un système de carte de fidélité, et on se rend compte qu'en fait, ils sont nombreux à avoir un compte et à revenir et je pense que ça, c'est un des points qui fait que, le château s'écroule pas non plus parce que, c'est vrai que, bah, en 2 ans, on a quand même réussi à les fidéliser pas mal donc ça paye et ça permet d'atténuer la courbe, qui descend. Après,
on arrive quand même à avoir des nouveaux clients encore qui viennent puisqu'on les voit, par justement ce programme de fidélité, la newsletter, qu'on arrive à voir qu'il y a des gens qui s'inscrivent encore donc il y a des nouveaux clients. Mais nos clients fidèles, ils sont encore là, enfin on les voit, hein, sur le terrain, on voit qu'ils sont là. Après, il y a difficile de chiffrer, les gens qui partent vers d'autres enseignes ou d'autres canaux. Mais nos principaux clients, on continue de les voir, quand même, enfin oui, ils sont là, quoi, et on a toujours un bon taux «d'encartage» entre guillemets. Après sur les promotions, bah, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on nous demande. Nous, on n'avait pas trop l'habitude d'en faire. Historiquement, Biocoop, pas très bon sur les promos. Voilà, du coup, on en fait quand même. On a pris l'habitude dernièrement d'en faire un peu plus pour répondre aussi à ça, même si on a une idée du juste prix, ben, toute l'année, en fait, et on veut pas forcément, entre guillemets «tricher» sur les prix pour pouvoir afficher des promos, donc on en fait quand même sur des produits qu'on essaie de mettre en avant. Et puis Biocoop au niveau national, ben, propose aussi parfois des plans, de relance, avec des promos. Donc on en fait un peu. C'est pas ce qu'on fait le plus, mais on se rend compte que les clients l'attendent et visiblement, ouais, c'est quand même, même si on essaie de mettre en avant autre chose que le prix, forcément, il faut quand même répondre à ça visiblement, même pour des gens qui ont, un pouvoir d'achat élevé, en comparaison à d'autres, quoi. Je sais pas si c'est clair? Oui, oui, si, 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 c'est clair. Ouais, je voulais remercier, Florian du coup qui, malgré le contexte, voilà, j'imagine que tu dois être un petit peu fatigué, donc d'avoir quand même répondu présent pour partager, ton ressenti terrain avec nous. Et bah, pas de souci, Mmh. c'était la première fois qu'on participait. On est inscrit depuis très peu de temps, donc ça aurait été dommage qu'on participe pas. Mais non, non, mais après c'est chouette, de pouvoir participer avec vous à ça et puis en espérant que tout le monde, s'en sorte et qu'il y en ait pas trop qui en viennent même à fermer, puisqu'on entend parfois des discours un peu alarmistes, sur certaines situations, donc Mmh voilà, mh. en espérant que Oui, ça laisse pas trop de traces quand même. ouais, ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir une professionnalisation un petit peu sur le secteur, bah, des magasins et que peut-être que certains qui étaient pas encore suffisamment, structurés, voilà, on avait le droit à l'erreur jusqu'à présent parce que la croissance était, très porteuse et que maintenant il y aura peut-être un petit peu plus de tri malheureusement et il faudra, passer le cap un petit peu de cette professionnalisation-là, quoi. On aura un peu moins le droit à l'erreur, quoi. Ouais, c'est clair, mais franchement, on le voit parce qu'en fait, le fait d'afficher bio, ça suffit pas forcément en fait, il y a enfin nous on le voit vraiment après on est sur Caluire donc c'est pas pareil dans tous les quartiers j'imagine, mais les clients nous attendent aussi sur, des aspects, de propreté, de qualité de service, Mmh. d'accueil, enfin il y a de conseils, quand ils ont des questions, d'offres aussi pas mal. Mmh. Alors nous c'est vrai qu'on a un grand magasin donc c'est plus facile, mais enfin voilà, c'est vrai ils ont le choix quoi maintenant, donc ils vont vers les enseignes qui répondent le plus, je pense, Ouais, exactement. et Mmh. donc non, c'est clair c'est la professionnalisation, c'est sûr. C'est Je suis ça. d'accord. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé des fois d'attendre en caisse, parce que la personne, mettait en rayon et t'attends et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, peut-être que, eh ben, il faudra que être un peu plus réactif ou un peu plus vigilant, quoi, j'imagine, hein. Ouais, ouais, Je ouais, parle pas de ouais, ton ça fait magasin, hein, j'ai pas non, non, attendu, mais je partage complètement, hein, c'est un peu tous les jours ce qu'on essaie de mettre en place donc ouais, ouais, non, c'est sûr, je suis complètement d'accord. Eh ben, merci beaucoup à toi. On va prendre, un autre témoignage. Bah, merci à vous. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bah, je vous propose peut-être, d'enchaîner avec un autre distributeur, donc Antoine ou Mathieu, je ne sais pas qui prend la parole. Antoine? OK. Alors que constatez-vous sur le terrain? Ce sera un petit peu le même constat que ah pardon, excusez-moi. Je me présente donc, Antoine Timonier. J'ai, avec Mathieu et puis l'équipe qui est ici avec nous,
On a plusieurs magasins La Vie Claire dans l'ouest lyonnais, Tarare, Amplitude et Charlieu, dans la Loire. Un peu moins urbain que Sud-Caluire, mais qui ont aussi des choses à raconter. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Un petit peu la même chose, un tassement de la fréquentation, du panier moyen, un petit peu les deux. Alors, à vos questions, je vais rajouter des questions auxquelles on n'aura pas forcément de réponse, mais ça peut être des bouts d'explication. On savait que jusqu'à présent, les consommateurs visitaient ce qu'on disait, 7 points de vente différents pour faire leurs courses alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont retombés à 6, à 5 et ont effectivement repriorisé leur lieu de prédilection et qui, a fortiori, va être celui où ils ont la plus grande offre, donc souvent la GMS, et qui aurait pu faire qu'ils aient peut-être un petit peu moins fréquenté nos magasins ces derniers temps? C'est une des questions qu'on se pose et qui peut expliquer. Et puis l'analogie, je vais faire l'analogie par rapport à ce que vous aviez fait aussi tout à l'heure sur le logo AB avec le poulet. Quand le client devant le rayon, il se retrouve effectivement devant ces produits-là en GMS, il se pose la question. Mais je pense qu'il se pose aussi cette question quand il se retrouve dans sa zone avec en face de lui un supermarché et un magasin spécialisé bio, en se disant, OK, il y a écrit magasin bio et puis il y a écrit supermarché Intel, où je sais que je vais retrouver aussi du bio. Et là, il se pose un peu la même question que ce qu'on disait tout à l'heure devant le rayon, c'est est-ce que je vais dans l'un ou dans l'autre? Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, juste communiquer sur magasin bio et le bio, peut-être ne suffit plus, qu'il faut aller au-delà. Voilà, c'est des questions qu'on se pose aussi. Quelle est votre vision pour 2022? Sensiblement la même chose que sur fin 2021, a priori, sauf fin 2022, qui on l'espère sera meilleur, puisqu'on recoupera un 2021 qui n'aura pas été très joli. Et les leviers pour la croissance, nous, ce qu'on essaye dans ces cas-là, c'est vraiment se reconcentrer sur nos basiques métiers, sur ce pourquoi on est attendu et ce pourquoi le client vient en magasin. Le client il vient d'abord chez nous pour avoir souvent du conseil, un accueil, et puis repartir aussi voilà, sur une tenue des rayons. Je vais faire une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a plusieurs façons de faire avancer le bateau, soit avec les voiles, et là, quand on a vent dans le dos, c'est ce qui était le cas ces dernières années, ça avançait plutôt pas mal. Puis aussi, on peut aussi le faire avancer en ramant. Alors, on n'avait pas trop l'habitude de le faire comme ça, parce que jusqu'à présent, il y avait du vent. Mais là, on s'est dit qu'on allait sortir les rames et puis se mettre à ramer, qu'après tout, ça allait continuer d'avancer aussi. Donc, quand je dis sortir les rames, voilà, c'est repartir sur nos basiques métiers, essayer de faire notre travail du mieux qu'on peut, vraiment apporter de la valeur à la visite du client en magasin pour qu'il se dise j'ai eu raison de faire ce choix-là. Et puis aussi, aller chercher les clients, parce que jusqu'à présent, ils rentraient un petit peu, on va dire, tout seuls, par curiosité, on arrivait à les convaincre. Et puis là, il y a les curieux, ce qu'on disait tout à l'heure, qui viennent un petit peu moins en magasin, il va falloir aller les chercher. Alors peut-être avec un petit peu plus de com, même si par les temps qui courent, ce n'est pas là où on a envie d'investir le plus, c'est aussi peut-être là où c'est nécessaire, se faire connaître, parce qu'on est loin d'être connu de nos clients. Voilà, les pistes qu'on creuse aujourd'hui pour continuer d'avancer dans la tourmente qui, je l'espère, sera salvatrice très bientôt. Si vous aviez d'autres questions. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé l'image du bateau que je n'avais pas encore entendue. Alors, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elle est parlante, hein, je pense, pour tout le monde. Tu avais des questions? Tu as toujours des questions? Non, mais effectivement, moi, j'ai en tête que la croissance du nombre de magasins et ce maillage fait qu'aujourd'hui, la distribution spécialisée, par aussi le format des magasins qui sont plutôt petits, sont sur une alimentation de proximité. Comment vous travaillez au niveau de votre quartier, au niveau de votre ville, au niveau des horaires? Est-ce que vous travaillez là-dessus pour vraiment faire en sorte que vous soyez aussi dans cet aspect de service et de disponibilité pour la population, pour votre zone de chalandise, quoi? C'est un peu ça, ma vision. Oui, non, alors sur nos classiques, on va dire sur nos horaires, on les bouge pas trop entre guillemets. On a eu plutôt la tendance inverse en fait l'année dernière, qui était de s'asseoir sur un coussin qu'on nous avait donné, qui était les couvre-feux et les confinements. On avait un afflux de clients qui nous permettait au contraire de se reposer un peu sur nos lauriers. Aujourd'hui, on a repris un rythme un peu classique, on va dire. Alors après, étendre des horaires, c'est toujours un petit peu ce qu'on a envie de faire. Après, il y a des coopérationnels qui sont liés à tout ça. C'est de la masse salariale, c'est plein de choses. Donc, quand on est dans les horaires, il faut qu'il y ait une fréquentation client. Donc aujourd'hui, non, ça, on ne bouge pas trop. Après, ce qu'on essaye de faire aussi dans les leviers de croissance dont on parlait tout à l'heure, c'est de se dire effectivement, est-ce que le magasin bio se suffit à lui-même? La réponse, ou le label bio, il ne suffit plus.
Et aujourd'hui, je pense que ce que les gens cherchent, c'est une consommation alternative. Et dans la consommation alternative, il y a plein de choses. Il y a le local, il y a le vrac, il y a le zéro déchet. Et je pense que c'est cette promesse-là qu'il faut qu'on leur tienne à nos clients. Il n'y a pas de label. Pour aujourd'hui, de dire un label consommation alternative, c'est un peu du flou, ça ne veut un peu rien dire. Mais je pense que c'est quand même une philosophie qu'il faut qu'ils ressentent chez nous. Et de se dire, ici, quand je viens dans ce magasin, alors là, je parle en tant que distributeur, mais après pour des marques, c'est quand je consomme cette marque-là, j'ai un impact sur le monde qui m'entoure, sur mon environnement au sens large. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment qu'on pousse et qui fera la différence avec une marque de GMS comme on disait, je ne sais pas, un Oasis qui est bio et non bio, où il y a une lecture un petit peu floue finalement pour le client. Et la même schizophrénie que va avoir un Leclerc qui va vendre du bio et du non bio. Donc nous, il faut qu'on essaie d'être cohérent, d'être droit dans nos bottes et d'aller dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on essaye de pousser, mais une fois de plus, on le pousse, on le porte. Après, le faire entendre aux clients, c'est au quotidien dans nos magasins. En communication, c'est un peu plus difficile parce que c'est des coups de com' qu'on ne s'autorise pas, en tout cas pour l'instant, mais peut-être qu'on devrait. Voilà. Merci, elle est vraiment intéressante aussi, je trouve, cette présentation. Et effectivement, chez les fabricants, il y a tout ce travail marketing, communication pour que la marque soit forte auprès du consommateur et qu'il ait envie de l'acheter. Et quand des fois, elle n'est pas présente dans vos magasins, que ce soit lui qui vienne dire je cherche cette marque. On voit que tout ce travail-là a été finalement peu investi par les magasins. Parce que comme on disait, jusqu'à présent, on avait le vent qui portait. Et peut-être qu'effectivement, c'est un axe de travail et un levier pour l'avenir qui peut être intéressant. J'en profite du coup pour donner la parole à un fabricant, pour nous dire un petit peu aussi sa vision, ses leviers à lui, puisque aussi on va voir s'il a été impacté par la conjoncture ou pas, et qu'est-ce qui ressort sur le terrain. Donc, Marc Cossanel, fondateur de Gonuts. Je te passe la parole. Bonjour, mon frère, faut le caler comme ça? Ok. Bonjour à tous, donc Marc, je me présente, donc je suis co-gérant et cofondateur de la marque GoNuts. Donc on est à 2 minutes d'ici, notre atelier est à 2 minutes d'ici, donc ça, c'était pratique pour venir. Juste pour présenter rapidement, donc GoNuts, on est une marque de réseau spécialisée, créée il y a 5 ans. C'est vrai qu'on a bénéficié de cet effet porteur du vent pour bien se développer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est principalement transformateur de fruits secs sur 2 créneaux de produits qui se veulent des produits soit gourmands, soit du quotidien. Donc, si on est sur des produits du quotidien, on va être sur des produits qui sont plutôt simples, bruts. Et après, le côté plutôt gourmand, on va quand même sans dénaturer trop le produit, pas d'ajout de sucre, pas d'ajout de matière grasse, mais plutôt la gourmandise avec le chocolat et choses comme ça. Par rapport à donc, qu'est-ce qu'on constate, nous, côté transformateur? Forcément, s'il y a moins de monde en magasin, nous, par voie de conséquence, il y a moins de commandes. Alors, nous, l'année 2021, la première partie de l'année a été bonne. Et comme pour beaucoup, en fait, on a constaté, on a eu un passage à vide de avril à mai, donc avec une forte chute du chiffre d'affaires. Donc, on s'est dit, c'était lié au déconfinement. Donc, pas de panique, ça va revenir, c'est temporaire. Donc, on laisse passer l'été, parce que l'été est toujours un petit peu plus creux pour nous, puisque les habitudes de consommation changent. Nous, une grosse partie de notre clientèle est plutôt dans les centres urbains. Donc, forcément, ils partent en vacances, donc ils ne vont pas dans leur magasin habituel. Mais par contre, ce qu'on n'a pas eu, c'est qu'en fait, on s'attendait à la rentrée, une reprise normale, etc. Et finalement, il n'y a pas eu d'effet de rentrée. Côté distributeur, je ne sais pas si vous me confirmerez ou pas, mais voilà, donc il n'y a pas eu cet effet de rentrée. Et puis après, ce qu'on constate, en fait, il y a des bonnes semaines et des semaines qui sont beaucoup plus creuses. Donc, c'est très perturbant, en fait, parce qu'au final, c'est pas la catastrophe, c'est pas alarmant non plus. Nous, on est en légère progression par rapport à l'année dernière sur le dernier trimestre, donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des bonnes semaines et des moins bonnes semaines, ça ne nous donne pas de visibilité pour le début d'année qui vient. Donc voilà un petit peu les constats que l'on peut faire.
Après, pour autant, nous, on est assez, enfin, non, on a plutôt une envie d'être optimiste parce que, alors, c'est pas de l'optimisme naïf, c'est plutôt nous, on avait déjà fait ce pari-là de dire que il y a 4 ans, on avait fait le choix, en plus d'avoir le label le bio, d'avoir la mention nature et progrès, parce que bah, le bio, oui, en effet, ça se développait de partout, plein de marques qui se créent, et puis les grosses marques qui créent aussi l'équivalent, mais en bio. Quel est le sens, en effet, d'avoir une carte d'or et un carte d'or bio? Enfin, c'est de l'opportunisme. Donc forcément, à un moment donné, le consommateur, il ne faut pas non plus le prendre pour un idiot. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de dire, bah, en fait, à un moment ou à un autre, alors peut-être que c'est accéléré par le Covid maintenant, mais il va y avoir un moment où il va y avoir une session entre le consommateur de grande surface, occasionnel bio, et le consommateur du réseau spécialisé. Et à ce moment-là, bah, les marques qui sont plutôt du réseau spécialisé, bah, il va falloir vraiment être répondre aux attentes du consommateur du réseau spécialisé. Donc, c'est une bio plus. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours misé énormément sur. Alors, nous, beaucoup de nos matières premières viennent de l'étranger, du bassin méditerranéen, pas forcément en Europe et même au-delà. Mais c'est d'avoir un vrai travail de transparence auprès du consommateur sur nos approvisionnements. Même si on est une petite boîte, bah, travailler son sourcing pour pouvoir répondre aux questions du consommateur et même de nos clients professionnels quand on a des questions là-dessus, pour pouvoir vraiment montrer qu'il y a un vrai travail derrière le produit. Et puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, ben, il y a la communication beaucoup sur les aspects environnementaux, sur les aspects engagement social, etc. Je pense que le consommateur, maintenant, il va nous attendre au rendez-vous. En fait, c'est bien de dire maintenant, OK, prouvez-moi que vous faites, etc. Donc ça, je pense qu'il y a il y a des choses à faire. Il y a peut-être un écrémage qui va se faire, qui est automatique parce que il y a eu une grosse croissance. Et donc voilà un petit peu, enfin, on se veut un petit peu optimiste par rapport à ça. Donc la vision pour 2022, après, la vision pour 2022, bah, elle est très incertaine, mais là, je reviens à des choses beaucoup plus, enfin, nous, bah, la hausse des prix sur les matières premières, sur les emballages, donc forcément, nous, on est obligé de les répercuter en partie sur nos prix. Donc, comment ça va être accueilli par le consommateur? Parce qu'en effet, on ne peut pas se détacher du contexte où il y a un pouvoir d'achat qui n'augmente pas à la même vitesse que les prix augmentent. Donc, incertitude sur la réaction des consommateurs vis-à-vis de ça. Est-ce qu'ils seront toujours au rendez-vous pour acheter les produits ou pas? Forcément, il y aura des arbitrages. Il y a une autre crainte aussi, c'est les pénuries. Nous, on n'est pas certain non plus d'avoir de couvrir la totalité de nos besoins, que ce soit en matières premières, en emballage. Donc, il y a des relations qui se tendent pas mal avec les fournisseurs aussi. D'où l'intérêt aussi de travailler en amont, ce qu'on a fait, des partenariats vraiment, même quand on était tout petit, enfin on est encore tout petit, hein, mais en tout cas de travailler. Bon, on a bien grossi, il y en a certains, ils sont contents je pense, de nous avoir fait confiance au départ, mais de travailler dans la durée avec ces fournisseurs-là, parce que du coup, pour certains, ça nous assure nos volumes, mais quand même, les relations se tendent aussi avec des fournisseurs, parce que il y a sur l'emballage notamment, sur le verre, sur le métal, etc., pour les couvercles, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais il y a des ruptures d'approvisionnement, et du coup, voilà, s'il n'y a plus de couvercle, on ne ferme pas le pot, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on ne sait pas trop en fait, on sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, après, je pense que comment essayer d'être au rendez-vous et de continuer à. Alors nous, on ne cherche pas la croissance à tout prix, c'est d'essayer de pérenniser l'entreprise, puisqu'on n'a que 5 ans. Donc ça va passer par forcément de l'offre, donc des nouveautés aussi, attirer le consommateur dans les magasins, en proposant aussi aux magasins des nouveautés qui peuvent être au rendez-vous aussi des attentes conso. Comme je le disais aussi, vraiment être au rendez-vous aussi de ce qu'on annonce. Donc, si on dit on a des pratiques, ceci ou cela, OK, maintenant prouvez-le et faites des choses. Et donc voilà, enfin, nous, en tout cas, c'est là-dessus que l'on mise et on est assez, voilà, enfin, on est dans une dynamique, même si c'est assez incertain, on reste motivé parce qu'on n'est pas non plus le secteur le plus à plaindre. On a vécu une année 2020 qui a été un peu folle. Je pense qu'aussi, on a peut-être le contre-coup, la gueule de bois de 2020 qui fait son effet. Voilà, donc après,
on sort du mieux. Voilà. Nos amis chez eux nous entendent. Effectivement, on sort d'une période de bulle. On le voit aussi nous hein, dans notre association avec le nombre d'entreprises et le nombre de porteurs de projets qui sont arrivés ces dernières années. Et quand on parcourt les allées de Natexpo et quand on voit les pépinières et les créations d'entreprises, en ce moment, on ne peut que penser à se dire où c'est où on va mettre tous ces produits dans les rayons, quoi. Donc, il faut aussi trouver des relais de croissance sur d'autres marchés et voilà, quelle est la capacité aussi d'acceptation de tous ces produits. On voit des produits sur certaines boissons, je pense au kombucha, au kéfir. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, il va falloir faire ses preuves et ceux qui arrivent maintenant auront un petit peu à avoir les reins solides et où devoir rester un petit peu performant, quoi. Ah, on passe la parole à Yvan Zink. Alors, on voulait ton témoignage aussi. Peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours et puis du coup ta vision et ton expertise un petit peu marché. Voilà, je te laisse le micro. Bonjour. Yvan Zink, moi je suis expert en développement commercial multicanal de produits bio. Je m'appuie sur 18 ans d'expérience en développement commercial dans de grandes entreprises de l'agroalimentaire. J'ai travaillé chez Mars Chocolat, chez Nestlé Waters, chez Savencia par exemple. Et puis dernièrement aussi chez Equibio pendant 3 ans en tant que compte clé. C'était une conviction, hein, une envie voilà, de recaler un peu des grandes sociétés, du conventionnel et puis de mettre en adéquation mes convictions personnelles avec mon job. Et je me suis mis à mon compte, j'ai quitté Clio en fin d'année dernière pour me mettre à mon compte parce que après avoir beaucoup travaillé pour des grandes sociétés, j'ai eu envie effectivement d'accompagner. Donc aujourd'hui, j'accompagne des producteurs, des transformateurs dans leur développement commercial, se développer dans le circuit des magasins bio spécialisés, aussi en e-commerce, avec la capacité aussi de les accompagner sur du hors domicile ou en grande distribution, parce que j'ai eu la chance d'évoluer sur l'ensemble de ces circuits de distribution-là. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, Equibio m'a un peu rappelé, donc je refais une mission pour Equibio, ça fait partie de mes premiers clients sur une prestation de compte clé externalisé. Donc, j'ai récupéré une quinzaine de clients que j'avais déjà quand je travaillais chez eux. Et puis, je travaille aussi à côté de ça pour un producteur transformateur de fruits et légumes dans le Limousin, qui lui travaille beaucoup avec l'industrie et qui souhaite pousser sa marque, sa propre marque auprès de la distribution spécialisée. Euh, Voilà. Pour revenir, j'ai trouvé l'étude hyper intéressante et globalement, c'est aussi ce qu'on partage avec les distributeurs aujourd'hui. Moi, je vais plutôt être sur une négociation centrale au niveau national avec les clients chez qui je vais. Donc, on a le même type de discours, on partage les mêmes constats. Il y a tous les éléments là, et effectivement, qui est précurseur de ce qu'on est en train de traverser. Je vais peut-être avoir une vision supplémentaire parce que j'ai aussi assisté à des conférences sur le hors domicile. C'était hyper intéressant, je vous en reparlerai juste après. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Finalement, la même chose que ce qui a déjà été dit, hein, même des entreprises comme Equibio qui ont donc des grosses marques, Primea, Le Pain des Fleurs, La Vie sans gluten, etc., souffrent également très fortement. On est sur des tendances qui sont conformes au marché, hein, il y a pas avec quand même une différence très nette entre l'alimentaire et le non alimentaire. Ça, on l'a peut-être pas vu dans le détail, mais il y a effectivement des tendances de marché assez différentes entre l'alimentaire et le non alimentaire. Et autant effectivement, par rapport à 2019, on a un alimentaire qui reste en progression, autant le non alimentaire par rapport à 2019 est en très forte baisse au niveau du marché, hein, je ne parle pas des clients. En distribution spécialisée, ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose, enfin, voilà, les clients se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce qui se passe, où sont passés les clients sur le non alimentaire. Mais là aussi, il y a des éléments déjà qui étaient un peu dedans. Alors après, je sais pas, c'est peut-être pas la réalité enfin, de tous les magasins, hein. Voilà, clairement, voilà. Je dis, il y a beaucoup dans la diversification des lieux d'achat, on en a un peu parlé, mais si on creuse, il y a les pharmacies qui ont eu un trafic supplémentaire ou toute la partie santé bien-être
à bénéficier d'un trafic et à récupérer aussi cette partie-là. Le e-commerce, on l'a dit, a pris 2 points de part de marché sur les réseaux spécialisés, donc fortement à recruter fortement, en particulier sur le non alimentaire. D'ailleurs, enfin, ça a été abordé, mais il y a une surpondération du non alimentaire par rapport à l'alimentaire, hein. Donc toutes les catégories non alimentaires, les liquides vaisselle, les shampoings, les gels douche, enfin les produits de nettoyage, etc., ont une part plus importante de vente sur internet que, de l'alimentaire. Vous vendez 2 fois plus de shampoings sur internet que de pâtes, par exemple. Et ça, c'est pas lié à la crise, hein, ça l'était déjà avant, mais comme l'internet a pris encore plus de poids. Et puis tu l'as dit aussi, hein, beaucoup plus de petits acteurs qui se sont lancés. C'est impressionnant à Natexpo de voir toutes ces startups. Et finalement, toutes sont arrivées. Il y a eu beaucoup de startups qui se sont créées sur internet, en arrivant aussi avec des nouveaux modèles, modèles d'abonnement, de routine, etc. Donc, c'est des gens qui ne vont pas en magasin, ils fidélisent aussi leur clientèle. Donc, enfin, Simon Le Fur a une théorie là-dessus, les DNVB, hein, donc les Digital Native, non, pardon, Digital Native Vertical Brand, qui se créent d'abord sur Internet et qui ensuite essayent d'aller en magasin. Et forcément, c'est des enseignes qui vont créer une communauté, qui vont fidéliser. Et puis, bah, c'est finalement des consommateurs qui n'ont pas acheté en magasin, qui vont rester fidèles à la marque et d'abord sur Internet. Euh, on a aussi, voilà, on a aussi effectivement les épiceries vrac qui ont beaucoup poussé, même si effectivement peut-être que sur ces derniers temps, ça a un peu ça a un peu ralenti. Et puis, pour partager avec vous la conférence que j'ai eue sur la partie hors domicile, j'ai rencontré l'expert Bernard Boutboul, je ne sais pas si ça vous parle, et il fait partie du GIRA, qui faisait un bilan marché. Et en fait, c'est surprenant parce qu'en fait, il expliquait que toutes les tendances qu'on constate sur les attentes des consommateurs, de bio, de sain, etc., ça ne se retrouve pas dans l'alimentation au restaurant. Il y a pas une flambée, enfin, il n'y a pas eu une croissance des restaurants bio, enfin, très fort comme on a pu l'avoir ces dernières années. Le vegan, ça n'a pas non plus pris énormément d'ampleur. Et il dit même que ces tendances-là, elles sont en train de se ralentir, voire même de rediminuer. 2021, alors on pense tous qu'effectivement la restauration a souffert, et évidemment, hein, avec les confinements, les fermetures, etc. Je pense que enfin, j'aurais même pas aimé être restaurateur à ce moment-là. Néanmoins, depuis le mois de juin, quand ils ont réouvert, en fait, ils n'ont jamais eu autant de fréquentation dans les restaurants, jamais. Et donc, il y a un transfert clair des consommateurs qui sont retournés dans les restaurants, dans les lieux de culture, etc., pour reprofiter, pour essayer de retrouver un semblant de vie normale, qui fait que bah, finalement, quand vous faites vos achats au restaurant, enfin, quand vous allez manger au restaurant, c'est des achats que vous ne faites pas en grande distribution ou en magasin spé. Et en plus, parce qu'effectivement, vous payez plus cher. Tout à fait. Et en plus, alors, je fais une digression aussi. Parallèlement à ça, on a aussi beaucoup de nouveaux modes de consommation qui ont apparu, des dark kitchen, des dark stores. Donc, dark kitchen, pour rappel, c'est de la livraison à domicile de produits de restauration, mais qui dans des restaurants qui n'accueillent pas de convives. Et les dark stores, c'est des magasins, mais qui n'ont pas non plus d'entrée publique. Enfin, c'est-à-dire que vous avez des applications Cajoo aujourd'hui qui vous livrent des produits qui va sourcer chez Carrefour, par exemple, mais il n'a pas de magasin Cajoo. Voilà. Et ça, c'est aussi des chiffres finalement qui n'apparaissent pas dans toutes les statistiques. Et puis, c'est aussi de l'évaporation de fréquentation dans les autres magasins. Pour en revenir à la restauration, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que Bernard Boutboul parlait d'un profil atypique des Français qui avaient un double profil alimentaire. C'est-à-dire qu'à la maison, ils mangeaient d'une certaine manière et au restaurant, ils mangeaient d'une autre manière. Et c'était quelque chose que, en comparant avec les autres pays étrangers, ils ne constataient qu'en France. Il y a beaucoup plus d'alignement dans la manière de consommer en Allemagne, en Belgique, enfin, dans tous les autres pays qui sont voisins de chez nous. Et en France, on ne retrouve pas ça. Et ça, c'est assez surprenant. En fait, un Français, quand il va dans un restaurant, il a envie de se faire plaisir, il a envie de prendre du bon temps, de partager, d'avoir un moment de convivialité. Et en fait, bah voilà, bah, c'est gras, c'est trop sucré, c'est trop salé. Oui, c'est du goût. C'est ça, le goût, c'est du sel, du sucre, du gras. Et voilà. Et donc, du coup, c'est effectivement pas du tout dans les tendances que nous, on constatait jusqu'à maintenant dans les magasins.
Voilà, je suis désolé, j'ai fait un peu une digression, mais c'est vrai que sur la partie marché, je trouvais ça intéressant. Ouais, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Hem, voilà, la vision pour 2022, difficile, hein. C'est une non, mais voilà, quand on discute avec les distributeurs, ouais, voilà, j'ai pas de boule de cristal, c'est très compliqué. J'ai envie de dire effectivement, comme je ne sais plus si c'est, Antoine ou que tu disais, on va revenir sur l'année d'avant, donc le 1er trimestre, voire le 1er semestre était pas trop mauvais. Donc ça risque d'être compliqué encore sur le 1er semestre 2022. Après, on va arriver sur un historique 2021 qui est pas bon, donc ça devrait être meilleur. Voilà, ça devrait être meilleur. Après, il y a des vrais inconnus, les hausses de tarifs dont tu as parlé, Marc, tout à l'heure, parce que c'est des hausses de tarifs qui sont quand même, sacrément élevées, sur certaines familles de produits. Le non alimentaire, paradoxalement, est peut-être moins touché, mais sur l'alimentaire, moi, ce que je vois passer comme hausse, je me dis: «Waouh, si ça passe comme ça, heu, comment va réagir le consommateur?» Non, mais sérieux, hein. C'est, parce que finalement, alors en plus, tu l'as cité, hein, on est dans un cadre réglementaire Egalim 2 qui vient en plus conforter les augmentations de matières premières. C'est-à-dire qu'en théorie, les fabricants vont être moins challengés sur les hausses, qui vont passer. Je dis bien en théorie parce que bon après, dans les discours, voilà, dans la réalité, il y a beaucoup d'enseignes qui demandent la neutralité tarifaire, mais voilà, et en particulier la grande distribution. Mais dans les faits, voilà, moi j'ai vu passer des hausses de +20, +50 sur certains produits. Tu te dis: «Bon, ben, est-ce que les consommateurs vont suivre, quoi?» Et de toute façon, le porte-monnaie ne suivra pas. Donc ça, c'est la première inconnue qui fait que c'est compliqué d'anticiper. La deuxième, effectivement, Marc en a parlé, hein, la pénurie des matières premières, parce qu'à un moment donné, il y a certaines matières qui vont être, qui ne suivront pas, en magasin, donc des produits qu'on sera plus capable de livrer. Hem on m'a parlé de l'élection présidentielle. On m'a dit: «Toutes les années d'élection présidentielle, de toute façon, le marché est atone». Donc vous attendez pas à un miracle sur le premier semestre, parce que les consommateurs vont être attentistes, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que c'est alors je rentrerai pas dans la politique, hein, mais est-ce que c'est Zemmour, Le Pen, Macron ou autre, voilà, et en fonction, et donc on risque d'avoir, ouais, un certain attentisme jusqu'à l'élection, et après peut-être un redémarrage en fonction des résultats. Voilà. Donc pas forcément hyper optimiste. Après, je pense quand même qu'on est sur une année de consolidation. Encore une fois, hein, faut pas oublier que 2020 était une année très forte. Donc c'est logique. Enfin, moi, je suis toujours surpris quand les gens sont étonnés qu'on ait une année en baisse cette année. Non, c'est logique, par rapport à l'année qu'on vient de vivre. Heu, Ce qui serait plus surprenant, c'est qu'on ait une deuxième année successive de baisse. Donc je pense que 2022 sera plutôt une année de consolidation, de tassement, avec un premier semestre qui va être compliqué et un deuxième semestre qui devrait repartir. Donc du coup, une année plutôt flat, au global. Ça, encore une fois, ça n'est que ma vision. Hem Et pour les leviers de croissance, par contre, je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue à capitaliser sur tout ce qu'on a vu, hein. C'est effectivement les attentes très fortes des consommateurs sur aller au-delà du bio, donc peut-être mieux communiquer. Alors, il y a quand même une question sur qu'est-ce que le bio et quelle est l'image prix du bio? Parce que j'ai toujours surpris de voir que les gens, comparent, du conventionnel et du bio et soient surpris de la différence de prix. Oui, oui, parce qu'on n'est pas sur le même modèle, parce qu'on défend des valeurs, parce qu'on défend une meilleure rémunération des agriculteurs et des coopératives. Donc c'est logique qu'on ne puisse pas faire du bio au même prix que du conventionnel. Donc il faut expliquer ça aux consommateurs aussi. Hem, il faut peut-être aussi quand même qu'on fasse attention aux marges, parce qu'on sait qu'il y a aussi parfois des marges qui sont trop confortables, chez les uns ou chez les autres, et c'est possible aussi. Hem et puis travailler sur des éléments de différenciation par rapport à la grande distribution notamment, mais pas que, sur, après tout ce qui a été cité, hein, le côté équitable, le côté fabrication France, le côté, origine, France des produits,
quand c'est possible, hein, Marc, parce qu'effectivement, les fruits secs, c'est compliqué de produire ça en France. Mais voilà, donc c'est voilà, je j'ai pas de remède miracle malheureusement. Je pense qu'il faut qu'on reste droit dans nos bottes et qu'on de toute façon, qu'on apporte une vraie différenciation par rapport à ce que peut proposer la grande distribution. Ne pas dévaloriser la bio parce que là, le consommateur ne comprendrait encore moins le message à mon avis. Et par contre, ça me semble important de faire attention à la dans le cadre des différenciations, de ne pas faire des copier-coller des recettes parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui arrivent avec 2 marques différentes, mais avec exactement les mêmes produits. Et ça, je pense que c'est se moquer un peu de la tête du consommateur et qu'à un moment donné, s'il voit que c'est exactement le même produit avec une autre marque, bah, il va acheter là où c'est moins cher. Voilà. Ouais, bien sûr, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai répondu à vos. Écoutez, je crois on a fait un bon tour. Tu voulais- Ouais, déjà, je voulais remercier Yvan parce que c'était, tu me disais, oh, bah, je vais faire de la redite, j'aurais pas grand-chose à dire, voilà. Mais j'ai trouvé que ça a complètement élargi quand même bah, les échanges, que ça venait très bien compléter et que, ben, mine de rien, tu n'as pas une boule de cristal, mais moi, je partage bien aussi ta vision sur 2022. Je l'ai trouvée assez pertinente. Donc, ben, peut-être rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en sera, même si bon, elle n'est pas super optimiste non plus, mais au bout d'un moment, il vaut mieux savoir un petit peu peut-être à quoi s'en tenir et puis s'y préparer sereinement. Et peut-être juste rebondir aussi sur la partie restauration hors domicile. J'étais à la conférence de Benoît Souris sur Natexpo, organisée par la FEF. Et donc, lui, en tant que, on va dire, patron de la bio chez Carrefour, qui a lancé une promo cash, ben, te rejoignait, il était complètement dans ce sens-là. Il disait promo cash explose. Donc, ils savent très bien qu'il y a une très bonne santé sur la restauration hors domicile. Et par contre, effectivement, sur le bio, ben, il sentait bien que c'était un petit peu plus poussif cette année-là. Mais ce qui vient conforter ben, ce sentiment qu'il y a un besoin de sortir après cette année 2020 avec beaucoup de confinement. Il y a un besoin d'aller au restaurant et puis pas que. Hein, les gens aussi partent le week-end. Donc, si on part le week-end, eh ben, on ne fait peut-être pas des grosses courses non plus pour le week-end parce qu'on n'est pas chez soi. Donc, il y a aussi toute cette dynamique-là à prendre en compte. Il y en avait pas jusqu'à présent. Ouais. Non, il y avait pas de questions en ligne, hein. Non. Voilà. Et ben, écoute, je vais te laisser clôturer le jeudi bio, Adrien. on va arrêter on va boire un coup surtout, puis on va manger un petit morceau. Je crois que c'est aussi important, puis ça nous permettra de continuer nos échanges. Je remercie les personnes qui nous écoutent chez eux, qui ont été là depuis le début. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment. En tout cas, nous, on a été satisfaits de ces échanges. C'est à peu près comme ça qu'on voyait les choses, hein, des échanges entre les personnes. J'espère que vous avez appris des choses, qu'on va repartir avec des éléments de réflexion. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en janvier 2022. Voilà, allez, bonne soirée. Au revoir.